Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons poser une question que beaucoup se sont murmurée, mais que peu osent poser à voix haute, de peur de paraître maladroit ou ignorant. Nous allons parler des yeux. Plus précisément, nous allons explorer l'histoire fascinante qui se cache derrière ce que l'on appelle souvent, à tort, les yeux bridés. Une histoire qui n'a rien à voir avec des stéréotypes, mais tout à voir avec des âges glaciaires, des montagnes vertigineuses, et l'incroyable capacité de nos ancêtres à survivre dans des conditions qui nous tueraient en quelques heures. Regardez une photo de gens du monde entier. Regardez vraiment. Vous verrez des centaines de variations dans notre apparence. Différentes teintes de peau, textures de cheveux, formes de nez, taille de lèvres. Nous sommes tous humains, tous de la même espèce. Mais nous avons l'air remarquablement différents selon l'endroit d'où viennent nos ancêtres. Et voici le truc. La plupart d'entre nous acceptent simplement ces différences, sans jamais se demander pourquoi. Pourquoi les gens d'Europe du Nord ont-ils tendance à avoir la peau plus claire? Pourquoi les gens d'Asie de l'Est et centrale ont-ils souvent ce que nous appelons des plis épicantiques, cette forme d'œil distinctive qui fait paraître les yeux plus petits ou plus en amande? C'est une question que tout le monde s'est posée à un moment donné en faisant défiler son fil d'actualité, en regardant un film, en étant assis dans une salle de classe ou un bureau diversifié. Mais il semble gênant de demander à voix haute, n'est-ce pas? Comme si vous n'étiez pas censé le remarquer. Ou peut-être avez-vous peur que la question elle-même sonne mal d'une manière ou d'une autre. Mais voici la vérité. Ce n'est pas mal de se poser la question. C'est en fait l'une des questions les plus fascinantes de toute l'histoire de l'évolution humaine. Et la réponse n'est pas simple. Ce n'est pas une seule chose. C'est une histoire qui s'étend sur des centaines de milliers d'années, qui implique des âges glaciaires qui nous ont presque tous tués, qui nous emmène sur les plus hautes montagnes de la Terre et qui révèle comment nos ancêtres ont survécu à des conditions qui tueraient la plupart d'entre nous aujourd'hui en quelques heures. Si vous utilisez ceci pour vous endormir, parfait. C'est exactement pourquoi je fais ça. Alors, peut-être abonnez-vous et dites-moi où vous êtes et quelle heure il est en ce moment. La question de savoir pourquoi les populations d'Asie de l'Est et centrale ont développé des formes de yeux distinctives ne concerne pas seulement les yeux. C'est une fenêtre sur l'un des chapitres les plus dramatiques de la survie humaine. Cela implique le même goulot d'étranglement de la population qui a failli éteindre l'humanité il y a 900 000 ans. Cela se connecte au dernier âge de glace, lorsque nos ancêtres se sont aventurés dans les environnements les plus froids et les plus rudes de la Terre. Cela est lié aux adaptations à haute altitude, qui ont permis aux gens de prospérer là où l'air est si raréfié que la plupart d'entre nous s'évanouiraient par manque d'oxygène. Et cela révèle quelque chose de profond sur la rapidité avec laquelle les humains peuvent s'adapter à des conditions extrêmes lorsque la survie l'exige. Les scientifiques étudient cette question depuis plus d'un siècle et ils ont proposé plusieurs théories. Certains pensaient que c'était uniquement pour protéger les yeux des vents arctiques et de l'éblouissement de la neige. D'autres croyaient que c'était lié à la vie à des altitudes extrêmes où le rayonnement UV est intense. Certains soutenaient que c'était la sélection sexuelle, que ces caractéristiques sont devenues préférées parce qu'elles étaient associées à des populations survivantes prospères. Et la génétique moderne a ajouté des couches entièrement nouvelles au mystère, nous montrant que la réponse est probablement toutes ces choses et plus encore, travaillant ensemble de manière que nous commençons seulement à comprendre. Ce qui rend cette histoire parfaite pour s'endormir, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de faits scientifiques secs. Il s'agit de vraies personnes, vos ancêtres, mes ancêtres, tous nos ancêtres, des gens qui ont levé les yeux vers des glaciers de la taille de montagne et ont décidé de marcher vers eux au lieu de s'en éloigner. Des gens qui ont grimpé à des altitudes où l'eau bout à des températures trop basses pour cuire correctement les aliments et ont trouvé le moyen de survivre quand même. Des gens qui se sont adaptés génération après génération à des environnements si extrêmes que leurs visages mêmes ont changé en réponse. Et voici ce qui est vraiment époustouflant. Ces changements se sont produits relativement récemment en termes évolutifs. Nous ne parlons pas de millions d'années. Nous parlons des 40 000 dernières années, peut-être moins. En un clin d'œil, sur le plan évolutif,
Les populations humaines ont divergé pour donner l'incroyable diversité que nous voyons aujourd'hui. Forme des yeux, couleur de peau, proportions corporelles, tout cela affiné par la sélection naturelle, en réponse aux environnements locaux. Le pli épicantique, ce petit morceau de peau dans le coin interne de la paupière qui couvre partiellement le coin interne de l'œil, se trouve chez environ 40% de la population mondiale. Il est plus courant en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et dans de nombreuses populations indigènes de l'Arctique et des Amériques. Mais il apparaît également dans certaines populations africaines, chez certains peuples indigènes des Amériques et même occasionnellement dans les populations européennes. Ce n'est pas exclusif à un groupe. C'est une caractéristique qui est apparue plusieurs fois dans l'histoire humaine, à différents endroits pour différentes raisons, ce qui nous dit quelque chose de profond sur le fonctionnement de l'évolution. Ce soir, nous allons retracer cette histoire depuis les étendues gelées de la Sibérie pendant le dernier maximum glaciaire jusqu'au plateau tibétain où les gens vivent à des hauteurs qui hospitaliseraient la plupart d'entre nous. Nous allons examiner la génétique, la science du climat, l'archéologie, et oui, même les perceptions culturelles qui ont façonné notre façon de penser aux formes des yeux à travers l'histoire. Nous allons voir comment une simple question sur l'apparence physique s'ouvre sur un conte épique d'endurance, d'adaptation et de survie humaine contre des probabilités qui auraient dû être impossibles. Alors, mettez-vous à l'aise. Laissez votre esprit vagabonder dans le temps. Nous sommes sur le point d'explorer l'un des rappels les plus visibles que les humains ne sont pas une seule chose. Nous sommes une espèce qui a conquis tous les environnements que la Terre pouvait nous lancer. Et nos visages racontent cette histoire, si vous savez comment les lire. Avant de plonger dans l'histoire évolutive de la façon dont différentes populations humaines ont adapté leurs structures oculaires pour survivre aux âges glaciaires et escalader des chaînes de montagnes, nous devons comprendre de quoi nous parlons réellement. Car voici le truc. La plupart des gens ne savent pas vraiment ce qui rend les yeux différents. Ils remarquent simplement la différence et passent à autre chose. Mais la réalité est bien plus intéressante que vous ne le pensez. Commençons par les bases. Votre œil, le globe oculaire lui-même, a à peu près la même taille dans toutes les populations humaines sur Terre. Sérieusement. Si vous pouviez extraire d'une manière ou d'une autre les globes oculaires de personnes d'ascendance différentes et les aligner sur une table, vous auriez du mal à dire d'où il vient. Le globe oculaire humain moyen mesure environ 24 mm de diamètre. Il varie légèrement entre les individus, mais pas entre les populations. Une personne d'Asie de l'Est n'a pas de globes oculaires plus petits qu'une personne européenne. Une personne d'ascendance africaine n'a pas de globes oculaires plus grands que quelqu'un d'Amérique du Sud. L'œil lui-même, cette sphère de tissu et de fluide qui fait réellement la vision, est remarquablement uniforme à travers notre espèce. Alors, si les yeux eux-mêmes ont la même taille, pourquoi ont-ils l'air différents? La réponse ne réside pas dans l'œil, mais dans tout ce qui l'entoure. L'architecture, le cadre, les structures des tissus mous qui entourent, protègent et présentent l'œil au monde. C'est là que la variation humaine devient vraiment intéressante. Pensez-y comme ça, vous avez deux fenêtres identiques, même taille, même verre, tout pareil. Mais vous les installez dans deux maisons différentes avec deux styles architecturaux différents. Une maison a des cadres larges et simples. L'autre a des moulures élaborées, des volets, des garnitures décoratives. Les fenêtres elles-mêmes sont identiques, mais elles ont l'air complètement différentes à cause de la façon dont elles sont encadrées et présentées. C'est essentiellement ce qui se passe avec les yeux humains. Les structures clés dont nous parlons sont les paupières, les dépôts de graisse autour de l'orbite, la forme de l'orbite elle-même et les plis de peau qui créent ce que nous percevons comme la forme de l'œil. Ces structures ont évolué sous différentes pressions environnementales dans différentes parties du monde, créant la diversité étonnante d'apparences oculaires que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, la structure qui attire le plus l'attention lorsque les gens parlent des yeux asiatiques est quelque chose appelé le pli épicantique. Mais voici ce qui est bizarre. La plupart des gens n'ont jamais eu personne pour leur expliquer ce que c'est. Ils savent juste que c'est, vous savez, cette chose qui donne aux yeux asiatiques leur apparence asiatique. Mais soyons précis à ce sujet. Le pli épicantique,
est un petit pli de peau qui descend de la paupière supérieure et couvre le coin interne de l'œil. Plus précisément, il couvre un petit morceau rose appelé la caroncule lacrymale, cette partie charnue dans le coin de votre œil, près de votre nez. Dans les populations sans plis épicantiques proéminents, ce coin interne est exposé et visible. Dans les populations avec des plis épicantiques proéminents, il est partiellement ou complètement couvert par ce pli de peau descendant. C'est tout. C'est toute l'affaire. Une petite variation dans la structure de la peau de la paupière supérieure. Mais cette petite variation crée une cascade d'effets visuels. Elle change la forme apparente de l'œil, elle affecte la façon dont les cils sont affichés, elle influence l'apparence du pli de la paupière, ou s'il y a un pli visible du tout. C'est une différence anatomique mineure qui a un impact visuel majeur. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes, et où beaucoup de conceptions erronées commencent à s'effriter. Les plis épicantiques ne sont pas uniques aux populations d'Asie de l'Est. Ils ne sont même pas particulièrement rares dans d'autres populations. Ils apparaissent partout dans le monde, dans des populations qui n'ont aucun lien génétique récent avec l'Asie de l'Est. Les peuples indigènes de l'Arctique, du Groenland à la Sibérie, ont souvent des plis épicantiques. De nombreuses populations d'Asie centrale les affichent. Ils apparaissent fréquemment chez les sangs d'Afrique australe. Ils se manifestent dans certaines populations scandinaves. On les trouve chez les peuples indigènes des Amériques, de l'Alaska à la Terre de Feu. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Tous les bébés humains naissent avec des plis épicantiques. Tous. Dans la plupart des populations, ces plis disparaissent à mesure que le visage de l'enfant se développe et que l'arête nasale s'élève au cours des premières années de vie. Mais dans certaines populations, ils persistent à l'âge adulte. Cela nous dit quelque chose d'important. La programmation génétique pour les plis épicantiques fait partie de la boîte à outils de développement humain de base. Ce n'est pas une mutation étrange qui est apparue une fois en Asie et y est restée. C'est une caractéristique qui peut être activée ou désactivée, renforcée ou diminuée par des changements génétiques relativement simples. Différentes populations ont conservé ou perdu cette caractéristique en fonction des avantages qu'elles procuraient dans leurs environnements spécifiques. Donc, nous ne parlons pas de différentes espèces ici, pas même vraiment de différentes races. Nous parlons de différents réglages sur le même modèle humain de base, comme ajuster des curseurs dans un écran de création de personnages. Certaines populations ont augmenté le curseur du pli épicantique, d'autres l'ont baissé, mais tout le monde a le curseur. Au-delà du pli épicantique, il existe d'autres variations dans la structure oculaire qui créent la diversité que nous voyons. La quantité de dépôt de graisse autour de l'œil varie entre les populations. Certains groupes ont tendance à avoir des coussinets adipeux plus épais, ce qui crée des paupières d'apparence plus pleines. D'autres ont moins de graisse orbitaire, créant des yeux plus enfoncés avec une structure osseuse plus proéminente. L'angle auquel la paupière rencontre l'œil peut varier, créant ce que les gens décrivent comme des yeux bridés vers le haut ou vers le bas. La proéminence de l'arcade sourcilière, cet os au-dessus de l'œil, diffère considérablement entre les populations et entre les individus. La distance entre les yeux, mesurée de pupille à pupille, montre des variations à la fois au sein des populations et entre elles. Et puis il y a le pli de la paupière lui-même, cette ligne de pli dans la paupière supérieure. Certaines personnes ont un pli prononcé, d'autres un pli à peine visible, d'autres n'ont aucun pli visible du tout. Cette variation existe au sein des familles, au sein des groupes ethniques, au sein de chaque population humaine. Elle est contrôlée par plusieurs gènes et affectée par l'âge, le poids et d'autres facteurs. Le fait est que la forme des yeux existe sur plusieurs spectres. Ce n'est pas un binaire. Ce n'est pas les yeux asiatiques contre tous les autres. C'est une variation complexe et multidimensionnelle qui reflète l'incroyable flexibilité adaptative de l'humanité. Chaque population a sa propre distribution de ces caractéristiques, le chevauchement entre les groupes étant bien plus courant que les différences marquées. Je suis curieux de quelque chose. Si vous vous endormez en ce moment, en écoutant cela, où êtes-vous dans le monde? Quelle heure est-il là où vous êtes? Laissez un commentaire et faites-le moi savoir. Je trouve fascinant de penser comment cette vidéo pourrait aider quelqu'un à s'endormir à Tokyo à minuit, tandis que quelqu'un à Rio écoute à 2 heures du matin
et que quelqu'un à Stockholm l'utilise pour une sieste l'après-midi. Nous sommes tous des humains, tous porteurs de la même anatomie de base, tous descendants de ces survivants du goulot d'étranglement, mais dispersés à travers les fuseaux horaires et les continents, chacun d'entre nous avec sa propre combinaison unique de caractéristiques qui raconte l'histoire de l'endroit où nos ancêtres se sont adaptés et ont survécu. Parce que c'est de cela dont il s'agit vraiment ici. Ces variations dans la structure oculaire ne sont pas aléatoires, elles ne sont pas dénuées de sens. Elles sont l'héritage visible de centaines de milliers d'années d'adaptation humaine à différents environnements. Ce sont des stratégies de survie écrites dans la chair, la peau et l'os. Le pli épicantique, les dépôts de graisse, la structure de la paupière, tout cela représente des solutions aux défis environnementaux auxquels nos ancêtres ont été confrontés. Mais quels défis? Quelle pression environnementale pourrait bien faire en sorte que la forme des yeux soit importante pour la survie? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. C'est là que nous devons voyager dans le temps et vers le nord, en latitude, vers un monde de glace, de vent et de neige aveuglante. Pour comprendre pourquoi certaines populations humaines ont développé des plis épicantiques proéminents et les structures oculaires distinctives que nous associons aux caractéristiques est-asiatiques, nous devons comprendre à quoi elles survivaient. Et ce à quoi elles survivaient était sans doute l'environnement le plus rude que les humains aient jamais tenté d'habiter. Laissez-moi vous y emmener maintenant. Parlons maintenant de la glace. Pas la glace que l'on met dans les boissons, mais le genre qui recouvre les continents, le genre qui transforme des hémisphères entiers en déserts gelés, le genre qui force les populations humaines à s'adapter ou à mourir. Il y a 26 000 ans, le monde est entré dans ce que les scientifiques appellent le dernier maximum glaciaire. Si vous pensez que les hivers sont rudes maintenant, vous n'avez aucune idée. Des calottes glaciaires de 2000 d'épaisseur recouvraient le Canada, le nord de l'Europe et de vastes étendues de l'Asie. Le niveau de la mer a baissé de 400 pieds parce que tant d'eau était emprisonnée dans les glaciers. On pouvait marcher de l'Asie continentale au Japon. La Grande-Bretagne était reliée à la France. L'Indonésie était principalement une seule masse terrestre géante. Mais la véritable histoire n'était pas les calottes glaciaires elles-mêmes. C'était ce qui se passait dans les régions juste au-delà d'elles, les zones où les humains essayaient réellement de vivre. L'Asie du Nord-Est et la Sibérie sont devenus certains des environnements les plus froids et les plus rudes que les humains aient jamais tenté de coloniser. Nous ne parlons pas du genre de froid où l'on porte un pull supplémentaire. Nous parlons d'hivers où les températures chutaient régulièrement à -40, -50 degrés Fahrenheit, des étés qui atteignaient à peine le point de congélation, des vents glaciaux qui pouvaient tuer un humain exposé en quelques minutes. Et pourtant, les humains y sont allés quand même, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que les populations s'étendaient, suivant le gibier vers le nord, explorant de nouveaux territoires. Certains groupes se sont aventurés dans ces zones gelées et ont fait face à un choix brutal, s'adapter ou battre en retraite. Ceux qui ont battu en retraite, nous n'en parlons pas. Ceux qui se sont adaptés, leurs descendants sont ceux qui nous intéressent maintenant. Parce que quelque chose est arrivé à ces survivants de l'âge de glace, quelque chose de visible, quelque chose qui marquerait leurs descendants pour des dizaines de milliers d'années. Leurs yeux ont changé. C'est là que les choses deviennent intéressantes. La théorie traditionnelle, celle que vous avez probablement déjà entendue, est la suivante. Le pli épicantique, cette caractéristique distinctive qui crée ce que les gens appellent les yeux asiatiques, a évolué comme une adaptation au froid, la sélection naturelle favorisant les individus dont la structure oculaire offrait une meilleure protection contre les conditions brutales de l'âge de glace en Sibérie. Mais creusons plus profondément, soyons précis sur ce que cela signifie réellement. Imaginez-vous debout sur la toundra sibérienne il y a 20 000 ans. Le vent est constant, traversant tout ce que vous portez comme s'il n'était même pas là. Vous chassez le mammouth ou le renne parce que c'est la seule source de nourriture qui existe en quantité significative, et vous avez besoin de voir. Votre survie dépend de la détection du gibier à distance. Lire les schémas météorologiques, naviguer à travers des paysages blancs sans relief où un mauvais virage signifie la mort. Mais voir est difficile lorsque vos yeux sont constamment agressés.
Le vent fouette des particules de glace et de neige sur votre visage à chaque rafale. Le soleil, même en hiver, se reflète sur des étendues de neige infinies avec une intensité aveuglante. Avez-vous déjà eu la cécité des neiges? Ce n'est pas une métaphore. C'est une condition réelle où la lumière UV réfléchie par la neige brûle littéralement vos cornées. Les gens qui l'ont vécu décrivent la sensation comme si quelqu'un avait jeté du sable dans leurs yeux puis y avait mis le feu. On peut devenir temporairement aveugle. À l'âge de glace, cela signifiait la mort. Alors la sélection naturelle s'est mise au travail. Et selon la théorie de l'adaptation au froid, elle a trouvé une solution élégante. Rétrécir l'ouverture de l'œil, ajouter des dépôts de graisse supplémentaires autour des os orbitaux, créer une structure qui protège l'œil du vent et de la lumière réfléchie, tout en permettant une vision suffisante pour la survie. Le pli épicantique fait exactement cela. C'est un pli de peau qui couvre le coin interne de l'œil, créant une ouverture globalement plus étroite. Dans les populations qui l'ont, il y a aussi généralement plus de graisse sous-cutanée dans la région périorbitaire, c'est le tissu autour de l'orbite. Cela crée ce qui ressemble à une paupière plus gonflée, mais qui est en fait un système d'isolation sophistiqué. Pensez-y comme à des lunettes de neige intégrées, sauf qu'au lieu de les mettre, vous êtes né avec. La théorie devient plus convaincante lorsque l'on examine la distribution de ces caractéristiques. Elles sont plus courantes dans les populations dont les ancêtres vivaient dans les régions les plus froides. Les Asiatiques du Nord-Est, les Sibériens, les Inuits et d'autres peuples de l'Arctique, les Amérindiens qui ont traversé le pont terrestre de Bering pendant les périodes glaciaires. Tous des groupes avec des histoires documentées dans des environnements de froid extrême. Tous des groupes montrant des fréquences élevées de plis épicantiques et de caractéristiques connexes. Certains chercheurs ont même tenté de quantifier l'effet protecteur. Des études mesurant la résistance au vent et l'exposition à la lumière suggèrent que des ouvertures oculaires plus étroites avec des plis épicantiques pourraient réduire l'éblouissement de la neige de 10 à 20% et diminuer considérablement la quantité de vent glacial atteignant la surface de l'œil. Dans un environnement où même de petits avantages signifient la différence entre survivre à l'hiver et ne pas survivre, c'est énorme. Les dépôts de graisse autour des yeux servent également une autre fonction, l'isolation. Vos yeux sont essentiellement du tissu cérébral exposé, incroyablement vulnérable aux températures extrêmes. Les vaisseaux sanguins qui les alimentent doivent rester assez chauds pour fonctionner, sinon la vision se détériore rapidement. Une graisse supplémentaire autour des os orbitaux aide à maintenir des températures stables, même lorsque l'air ambiant est bien en dessous de zéro. C'est la même raison pour laquelle les animaux de l'Arctique ont tendance à être plus massifs que leurs cousins tropicaux. Plus de masse thermique équivaut à une meilleure régulation de la température. Il y a aussi des preuves provenant des schémas de gelure. Les dossiers médicaux historiques des populations de l'Arctique et du subarctique montrent que les gelures faciales ont tendance à affecter certaines zones en premier. Le nez, les oreilles, les joues. Mais les yeux, même lorsque d'autres traits du visage étaient gravement endommagés, restaient souvent fonctionnels. Les protections structurelles intégrées dans la région oculaire faisaient leur travail. Pendant longtemps, cette théorie a semblé assez solide. Environnement froid, caractéristiques adaptées au froid, corrélation géographique claire. Affaire classée, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Parce que la science ne s'arrête pas lorsque nous trouvons une explication plausible. La science continue de creuser, de tester, de poser des questions inconfortables. Et certaines questions inconfortables ont commencé à émerger. Premièrement, la chronologie c'est compliqué. Des études génétiques suggèrent que les mutations associées aux plis épicantiques pourraient être plus anciennes que le dernier maximum glaciaire, datant peut-être de 30 000 ou 40 000 ans. C'est avant la période la plus froide, ce qui soulève des questions sur le fait que le froid extrême était vraiment la principale pression de sélection. Deuxièmement, la distribution n'est pas parfaite. Certaines populations, dans des environnements extrêmement froids, ne montrent pas ces caractéristiques. Certains groupes sibériens, malgré des conditions de vie brutales pendant des milliers d'années, ont des structures oculaires différentes. Pendant ce temps, certaines populations dans des régions relativement tempérées montrent des plis épicantiques. Si c'est uniquement une adaptation au froid, pourquoi les incohérences? Troisièmement,
Et c'est le plus important, nous ne pouvons pas réellement mener l'expérience. Nous ne pouvons pas prendre deux populations génétiquement identiques, exposer l'une à des conditions de l'âge de glace et voir si des plis épicantiques évoluent. L'évolution fonctionne sur des échelles de temps qui rendent les expériences contrôlées pratiquement impossibles. Nous en sommes donc réduits à inférer la causalité à partir de la corrélation, ce qui est toujours délicat. Certains chercheurs ont proposé que les caractéristiques pourraient être adaptatives pour d'autres raisons. Peut-être que l'ouverture oculaire plus étroite et les dépôts de graisse protégeaient contre la lumière solaire intense en général, pas seulement l'éblouissement de la neige. Le rayonnement UV est en fait plus intense aux latitudes plus élevées en été qu'à l'équateur en raison des conditions atmosphériques. Une protection contre cela pourrait être tout aussi importante qu'une adaptation au froid. D'autres suggèrent que les dépôts de graisse autour des yeux pourraient être liés à des changements de structure faciale globaux induits par des facteurs alimentaires. Les populations qui dépendaient fortement de la viande congelée et dure auraient eu besoin de muscles de la mâchoire puissants. Des changements dans l'architecture faciale pour accueillir ces muscles pourraient avoir affecté incidemment la structure oculaire. Le pli épicantique pourrait être un effet secondaire plutôt qu'une adaptation directe. Il y a même des spéculations selon lesquelles ces caractéristiques ont émergé par dérive génétique plutôt que par sélection. Si de petites populations de premiers humains en Asie ont subi des goulots d'étranglement génétique, des mutations aléatoires auraient pu devenir courantes, simplement par hasard, non pas parce qu'elles offraient des avantages de survie. Lorsque les populations se sont ensuite développées, ces caractéristiques aléatoires se sont développées avec elles. Mais voici ce que nous pouvons dire avec certitude. Que l'âge de glace ait été ou non le principal moteur, les populations d'Asie du Nord-Est ont été confrontées à des défis environnementaux extrêmes pendant la dernière période glaciaire. Elles ont développé des caractéristiques physiques distinctives qui se manifestent à des fréquences élevées chez leurs descendants. Et ces caractéristiques offrent une protection mesurable contre le froid, le vent et la lumière intense. L'histoire est peut-être plus compliquée qu'une simple adaptation au froid. L'évolution l'est généralement. Plusieurs facteurs ont probablement contribué. La température, le rayonnement UV, le régime alimentaire, la dérive génétique aléatoire, peut-être d'autres que nous n'avons même pas encore envisagées. Mais la réalité fondamentale demeure. Vos ancêtres, si vous portez ces caractéristiques, ont survécu à certaines des conditions les plus rudes que les humains aient jamais endurées. Ils n'ont pas seulement survécu, ils ont prospéré, développant des technologies et des systèmes sociaux assez sophistiqués pour chasser des mégafaunes dans des déserts gelés, construire des abris qui pouvaient résister à des mois d'obscurité hivernale, élever des enfants dans des environnements qui auraient dû être impossibles pour des primates tropicaux. Chaque pli épicantique, chaque variation subtile de la structure oculaire est un rappel de cet accomplissement, un rappel que les humains peuvent s'adapter à presque tout, que nous testons nos limites depuis le début, nous aventurant dans des endroits impossibles et trouvant des moyens d'en faire notre foyer. L'âge de glace nous a façonnés de manière que nous découvrons encore, mais il ne nous a pas vaincus. Il nous a rendus plus forts, plus diversifiés, plus capables. Le monde gelé a tenté de tuer nos ancêtres. Au lieu de cela, il les a forgés en survivants dont les descendants peupleraient finalement la planète entière. Mais le froid n'était pas le seul défi auquel ils ont été confrontés. Certaines populations grimpaient, allant plus haut que les humains n'étaient jamais allés auparavant, s'adaptant à l'air raréfié et au soleil éclatant sur le toit du monde. Mais peut-être que la glace n'était pas la seule force qui façonnait les yeux humains. Peut-être qu'il y avait un autre environnement tout aussi rude, tout aussi exigeant, qui sélectionnait les mêmes adaptations par des pressions complètement différentes. Montons, très haut. Le plateau tibétain, 16 000 pieds d'altitude en moyenne, certaines zones atteignant plus de 17 000 pieds. Une zone de la taille de l'Europe occidentale, soulevée par la collision de plaques tectoniques, en un paysage si extrême que le simple fait d'y respirer peut vous tuer si vous n'y êtes pas adapté. On l'appelle le toit du monde. Et les humains y vivent depuis au moins 30 000 ans, peut-être plus. Imaginez-vous debout sur ce plateau il y a 25 000 ans. L'air est si raréfié que chaque respiration semble incomplète. Vos poumons travaillent 2 fois plus dur pour extraire assez d'oxygène pour faire fonctionner votre cerveau.
Votre cœur bat la chamade même lorsque vous êtes assis. C'est ce que les physiologistes appellent l'hypoxie chronique, et ça vous tue lentement chaque jour, à moins que vous ne soyez adapté pour cela. Mais ce n'est pas le seul problème. Regardez autour de vous. La neige et la glace s'étendent jusqu'à l'horizon, réfléchissant la lumière du soleil avec une intensité brutale. Le rayonnement UV à cette altitude est 40% plus fort qu'au niveau de la mer. Il y a moins d'atmosphère pour le filtrer. Chaque photon de lumière qui rebondit sur ce paysage blanc immaculé essaie d'endommager vos yeux. La cécité des neiges n'est pas seulement inconfortable ici, c'est une condamnation à mort. Si vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas chasser, vous ne pouvez pas cueillir, vous ne pouvez pas naviguer, vous mourrez. Maintenant, ajoutez le vent, constant, implacable, qui soulève des cristaux de glace et les projette sur votre visage, comme des couteaux microscopiques. L'air est si sec que l'humidité s'évapore de vos yeux presque instantanément. Les larmes gèlent sur vos joues. Vos cornées commencent à se dessécher, devenant vulnérables aux infections et aux cicatrices. Cet environnement est activement hostile aux grands yeux exposés. Le genre d'yeux qui fonctionne parfaitement dans les terres humides d'Afrique ou d'Asie, du Sud-Est, devient un handicap ici. La sélection naturelle ne se soucie pas de l'esthétique, elle se soucie de la survie. Et sur le plateau, des ouvertures oculaires plus petites n'étaient pas seulement un avantage, elles étaient une nécessité. Le pli épicantique, cette couche de peau qui couvre le coin interne de l'œil et crée l'apparence d'une ouverture oculaire plus petite, agit comme des lunettes de neige intégrées. Il réduit la quantité de lumière réfléchie entrant dans l'œil. Il protège contre les cristaux de glace poussés par le vent. Il aide à retenir l'humidité autour de la surface de l'œil. Plus important encore, il réduit l'exposition aux UV des tissus délicats de l'œil. Pensez aux lunettes de neige traditionnelles portées par les peuples de l'Arctique. Les chasseurs inuits sculptaient des fentes étroites dans des morceaux de bois ou d'os et les portaient pour prévenir la cécité des neiges. Ils imitaient essentiellement le même effet protecteur que les plis épicantiques fournissent naturellement. L'évolution avait créé des lunettes de neige biologiques, façonnées sur des milliers de générations par les dures réalités de la vie en haute altitude. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le plateau tibétain n'est pas le seul endroit où les humains font face à ces défis. Regardez une carte topographique de l'Asie centrale. Le Pamir, le Tian Shan, les montagnes de l'Altaï, l'Hindou Kouch. Toute cette région est un paysage de hauts plateaux et de vallées montagneuses. Et les humains se déplacent à travers ces territoires depuis des dizaines de milliers d'années. Non seulement en restant sur le plateau, mais en le traversant, en y faisant du commerce, en s'installant finalement dans les vallées et les hauts plateaux de toute l'Asie centrale. Chaque population qui a passé un temps significatif en haute altitude a été confrontée aux mêmes pressions de sélection. Un rayonnement UV intense, une réflexion aveuglante de la neige, un air froid et sec, des particules de glace poussées par le vent. Et la sélection naturelle a réagi de la même manière à chaque fois. Des fissures palpébrales plus petites, des plis épicantiques plus proéminents, un rembourrage adipeux supplémentaire autour des yeux pour l'isolation et la protection. Ces adaptations n'ont pas évolué en un seul endroit. Elles ont évolué indépendamment dans plusieurs populations à travers les hauts plateaux d'Asie, toutes répondant aux mêmes défis environnementaux avec les mêmes solutions anatomiques. Des études génétiques modernes le confirment. Lorsque les chercheurs comparent les populations des hauts plateaux aux populations des basses terres au sein des mêmes groupes ethniques, ils trouvent des différences constantes. Les Tibétains vivant sur le plateau ont des plis épicantiques, plus prononcés que leurs parents génétiques vivant dans les basses terres de Chine. Les populations mongoles des régions de haute altitude montrent ces caractéristiques plus fortement que les Mongols des altitudes plus basses. La corrélation entre l'altitude et la morphologie oculaire est statistiquement significative, même en contrôlant d'autres facteurs génétiques. Et il ne s'agit pas seulement de la forme des yeux. Les populations de haute altitude à travers l'Asie partagent toute une série d'adaptations qui indiquent une pression évolutive soutenue de leur environnement. Elles ont des variantes génétiques qui les aident à traiter l'oxygène plus efficacement. Leur corps produit plus de globules rouges pour transporter le peu d'oxygène disponible. Leurs vaisseaux sanguins sont plus élastiques, permettant une meilleure circulation dans des conditions froides. Ce sont les mêmes variantes de gènes dénisoviens dont nous avons parlé plus tôt.
celles qui ont aidé les humains anciens à coloniser les endroits habités les plus élevés de la Terre. Cela nous dit quelque chose de profond. Les gens qui se sont déplacés en Asie centrale de haute altitude ne faisaient pas que visiter. Ils y vivaient pendant des milliers de générations, assez longtemps pour que la sélection naturelle remodèle leur corps, leur chimie sanguine, leurs yeux. Ce n'étaient pas des adaptations temporaires qui pouvaient se développer en quelques générations. C'étaient des changements évolutifs fondamentaux qui ont mis des dizaines de milliers d'années à se perfectionner. Mais attendez, cela ne contredit-il pas la théorie de l'âge de glace? Si les formes d'yeux ont évolué comme une protection contre le froid et le vent, et qu'elles ont également évolué comme une protection contre les conditions de haute altitude, laquelle est la bonne? Voici le truc. Les deux sont bonnes. Ces théories ne se concurrencent pas, elles se complémentent, parce que les environnements se chevauchent. Pendant les âges de glace, les glaciers ne couvraient pas seulement les pôles, ils ont avancé vers le sud en Asie centrale, transformant le paysage déjà de haute altitude en un environnement encore plus extrême. Le plateau tibétain pendant le dernier maximum glaciaire aurait été l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Haute altitude plus conditions de l'âge de glace, air raréfié plus froid brutal, rayonnement UV, plus réflexion de la neige, plus température inférieure à 0, plus vent incessant. Toute population humaine essayant de survivre là-bas aurait été confrontée à toutes les pressions de sélection que nous avons discutées, toutes à la fois, toutes amplifiées par l'interaction de l'altitude et de la latitude. Pensez-y géographiquement. Regardez où vivent aujourd'hui les populations avec les plis épicantiques les plus prononcés. Asie du Nord-Est, Mongolie, Sibérie, Tibet, nord de la Chine, Corée. Ce ne sont pas des emplacements aléatoires. Ils forment un schéma géographique cohérent, une bande à travers les latitudes nord de l'Asie, s'étendant de l'Arctique jusqu'au haut plateau. Ce sont les territoires où les conditions de l'âge de glace et les conditions de haute altitude se chevauchaient le plus dramatiquement, où le froid et l'altitude se sont combinés pour créer des pressions de sélection plus fortes que n'importe où ailleurs sur Terre. Les populations qui se sont déplacées à travers ces régions pendant les âges de glace ne faisaient pas seulement face au froid, elles faisaient face à l'altitude. Et les populations qui vivaient en haute altitude ne faisaient pas seulement face à l'air raréfié, elles faisaient face à des conditions glaciaires. Les deux environnements se sont renforcés mutuellement, créant des pressions de sélection plus intenses que l'un ou l'autre environnement seul n'aurait pu produire. C'est ce que les biologistes appellent la sélection synergique. Plusieurs facteurs environnementaux travaillant ensemble pour entraîner un changement évolutif plus rapide et plus complet que n'importe quel facteur unique n'aurait pu le gérer. Et il y a une autre preuve qui soutient cette théorie combinée. Les populations modernes montrent un gradient de morphologie oculaire qui corrèle à la fois avec la latitude et l'altitude. Les plis épicantiques les plus prononcés apparaissent dans les populations des hautes latitudes et des hautes altitudes. À mesure que l'on se déplace vers le sud et que l'on descend en altitude, les caractéristiques deviennent progressivement moins prononcées. Ce n'est pas un interrupteur marche-arrêt, c'est un continuum, exactement ce à quoi on s'attendrait si plusieurs facteurs environnementaux contribuaient tous au même résultat adaptatif. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Ces adaptations ne protégeaient pas seulement contre les dangers environnementaux immédiats. Elles avaient des effets en cascade sur la vision elle-même. Des ouvertures oculaires plus petites changent les propriétés optiques de l'œil, augmentant la profondeur de champ, ce qui facilite la vision claire à plusieurs distances sans refocalisation. Cela aurait été incroyablement utile pour les chasseurs de haute altitude, essayant de repérer des proies sur des paysages enneigés, ou pour les humains de l'âge de glace, scrutant de vastes plaines gelées à la recherche de signes de gibier. Le rembourrage adipeux supplémentaire autour des yeux change également la structure faciale, de manière à affecter la vision. Il crée un ombrage naturel, réduisant l'éblouissement d'en haut et des côtés. C'est comme des visières solaires intégrées, sculptées par l'évolution pour optimiser les performances visuelles dans des environnements lumineux et réfléchissants. Les athlètes modernes qui compétitionnent dans les sports de neige portent souvent des lunettes spéciales pour obtenir le même effet.
Mais les humains anciens vivant en haute altitude l'ont développé naturellement. Le pli épicantique fait aussi autre chose. Il aide à maintenir le film lacrymal sur la surface de l'œil. Dans les environnements secs et froids, c'est essentiel. Les larmes ne sont pas seulement pour pleurer, elles sont un mélange complexe d'huile, d'eau et de protéines qui protège la cornée, nourrit la surface de l'œil et défend contre les infections. Dans des conditions difficiles, maintenir un film lacrymal sain devient un défi. Le pli épicantique aide en créant un micro-environnement autour de l'œil interne qui est légèrement plus chaud et plus humide que l'air ambiant. C'est une petite chose, mais sur toute une vie, cela fait la différence entre des yeux sains et des infections chroniques. Donc, lorsque nous nous demandons pourquoi les populations asiatiques ont des formes d'yeux distinctives, la réponse n'est pas simple. Ce n'est pas seulement une adaptation à l'âge de glace, ce n'est pas seulement une adaptation à la haute altitude. C'est les deux, travaillant ensemble sur des milliers de générations. Ce sont des populations se déplaçant à travers les environnements les plus extrêmes de la Terre et étant façonnées par chaque défi que ces environnements présentaient. Froid et altitude, rayonnement UV et vent, cécité des neiges et dessiccation, chaque facteur contribuant, chaque génération affinant, jusqu'à ce que le résultat soit une suite d'adaptations si efficaces qu'elles sont devenues la morphologie oculaire dominante sur tout un continent. Et ces adaptations fonctionnent encore aujourd'hui. Les Tibétains modernes vivant en haute altitude ont des taux de dommages oculaires liés aux UV nettement inférieurs à ceux des habitants des basses terres qui se déplacent sur le plateau. Leurs yeux font encore exactement ce que l'évolution les a conçus pour faire, protéger contre des extrêmes environnementaux qui endommageraient des yeux sans ces défenses intégrées. Mais l'histoire ne se termine pas sur les sommets des montagnes. Ces populations de haute altitude ne sont pas restées isolées. Elles se sont déplacées, elles ont migré, elles se sont répandues à travers l'Asie, emportant avec elles leurs gènes adaptatifs. Et ce mouvement, cette grande dispersion depuis le toit du monde jusqu'aux vallées, aux plaines et aux côtes d'un continent entier, c'est là que notre histoire continue. Imaginez-vous faire partie d'un petit groupe debout sur les rives de l'Afrique du Nord-Est. Il y a peut-être 70 000 ans. Derrière vous, des générations d'ancêtres remontant à ces survivants du goulot d'étranglement. Devant vous, les eaux étroites séparant l'Afrique de l'Arabie, quelques milles d'océan, mais qui pourraient aussi bien être le bout du monde. Personne dans votre lignée ne l'a jamais traversé. Mais le climat change à nouveau. Les ressources se raréfient. Et quelqu'un dans votre groupe dit « Voyons ce qu'il y a de l'autre côté ». Cette décision a tout changé. L'exode d'Afrique n'a pas été une migration de masse. Ce n'étaient pas des milliers de personnes marchant en colonne organisée. C'était probablement juste quelques dizaines d'individus, peut-être même un seul groupe familial élargi qui a réussi à traverser en Arabie, pendant une période où le niveau de la mer était plus bas et le détroit plus étroit. Ils étaient des opportunistes, suivant les animaux de gibier ou fuyant la compétition, ou peut-être simplement curieux de ce qui se trouvait au-delà de l'horizon. Mais ils portaient avec eux la boîte à outils génétique complète de l'humanité moderne. Chaque innovation, chaque adaptation, chaque compétence de survie affinée sur des centaines de milliers d'années. Ils étaient le meilleur de ce que l'Afrique avait produit, les descendants de survivants qui avaient survécu au goulot d'étranglement, aux âges de glace, aux sécheresses et à toutes les autres catastrophes que l'évolution pouvait leur lancer. Et ils étaient sur le point de rencontrer un monde déjà occupé par d'autres espèces humaines. Les premières rencontres ont probablement eu lieu au Moyen-Orient, peut-être autour de ce qui est aujourd'hui Israël ou le Liban. Des humains modernes se déplaçant vers le nord et l'est hors d'Arabie, des Néandertaliens se déplaçant vers le sud depuis l'Europe. Les archives archéologiques montrent les deux espèces vivant dans les mêmes régions, utilisant parfois même les mêmes systèmes de grottes, bien que probablement pas exactement en même temps. Que s'est-il passé lorsqu'ils se sont rencontrés? Nous savons qu'ils ne se sont pas seulement battus. Les preuves génétiques sont claires sur ce point. Ils se sont métissés. Les humains modernes et les Néandertaliens ont produit une descendance viable, des enfants qui ont survécu jusqu'à l'âge adulte et ont eu leurs propres enfants. Aujourd'hui, toute personne d'ascendance non africaine porte environ 2% d'ADN néandertalien, preuve d'un mélange ancien qui s'est produit plusieurs fois sur des milliers d'années.
Mais ils ont aussi été en compétition, et les humains modernes avaient des avantages. Pas nécessairement des avantages physiques, les Néandertaliens étaient plus forts et avaient peut-être de plus gros cerveaux. Mais les humains modernes semblent avoir eu une organisation sociale supérieure, une communication plus sophistiquée, une meilleure capacité à maintenir de grands réseaux de coopération. Sur des dizaines de milliers d'années, cela leur a donné l'avantage. Lentement, progressivement, les humains modernes se sont développés, tandis que les populations de Néandertaliens se sont contractées. Ce n'était pas un génocide, c'était un remplacement démographique, une compétition plutôt qu'une extermination. Mais c'est allé trop vite. Car il y a environ 50 000 ans, certains de ces humains modernes qui s'étaient installés au Moyen-Orient ont commencé à se déplacer vers l'Est, suivant les vallées fluviales, pistant les troupeaux d'animaux, explorant de nouveaux territoires. Ils se sont répandus à travers l'Asie du Sud, longeant les côtes où les ressources étaient abondantes et les voyages relativement faciles. Ce n'était pas une migration lente. Des preuves génétiques récentes suggèrent que l'expansion initiale à travers l'Asie s'est produite remarquablement rapidement, peut-être en quelques milliers d'années seulement. De petits groupes sautant le long de la côte, établissant de nouvelles colonies toutes les quelques générations, puis envoyant de nouveaux pionniers qui feraient de même plus à l'est. Il y a 45 000 ans, les humains modernes avaient atteint l'Asie du Sud-Est. Il y a 40 000 ans, ils avaient traversé l'océan pour atteindre l'Australie, un voyage qui nécessitait une construction de bateaux et une navigation sophistiquée. Ce n'étaient pas des sauvages primitifs trébuchant en espérant trouver de la nourriture. C'étaient des gens intelligents et innovants, capables de planifier des voyages complexes et de s'adapter à des environnements complètement nouveaux. Mais la population qui nous intéresse le plus, celle qui allait finalement développer la forme d'œil distinctive que nous avons commencé ce voyage en essayant de comprendre, a emprunté une route différente. Au lieu de suivre la côte sud, ils ont tourné vers le nord. Il y a environ 40 000 ans, des groupes d'humains modernes ont commencé à se déplacer dans ce qui est aujourd'hui l'Asie centrale et l'Asie de l'Est. C'était un territoire rude, froid, sec, avec des hivers brutaux et de courtes saisons de croissance. Mais il était aussi relativement vide. Les Néandertaliens étaient principalement restés en Europe et en Asie occidentale. Les Dénisoviens étaient là, bien qu'en plus petit nombre, et encore une fois, il y a eu métissage. Les populations modernes d'Asie de l'Est portent plus d'ADN dénisovien que les populations de n'importe où ailleurs, preuve d'un mélange qui s'est produit lorsque nos ancêtres se sont déplacés dans des territoires que les Dénisoviens occupaient déjà. Mais c'est là que la génétique des populations devient vraiment intéressante. Les groupes qui se sont déplacés en Asie de l'Est n'étaient pas grands. Nous parlons probablement de quelques centaines d'individus, peut-être moins, qui ont réussi la colonisation initiale. Ils étaient des pionniers, des preneurs de risques, les gens prêts à laisser derrière eux des colonies relativement confortables sur la côte sud pour explorer des territoires inconnus plus au nord. Cela a créé ce que les généticiens appellent un effet fondateur. Lorsqu'un petit groupe se sépare d'une population plus grande et établit une nouvelle colonie dans une zone isolée, il ne porte qu'un sous-ensemble de la variation génétique présente dans la population parente. C'est comme prendre une poignée de billes d'un bocal rempli de différentes couleurs. Votre poignée pourrait être enrichie au hasard pour certaines couleurs, simplement par hasard. Sauf que, avec les humains, ce n'est pas seulement le hasard, il y a aussi la sélection. Les environnements que ces pionniers ont rencontrés étaient radicalement différents de l'Afrique ou des côtes du sud de l'Asie. Plus froid, plus sec, avec une lumière solaire intense se reflétant sur la neige et la glace. Ces conditions ont sélectionné des adaptations spécifiques, y compris des changements dans la structure oculaire, que nous explorerons plus en détail dans d'autres sections. Mais l'effet fondateur signifiait que même des traits neutres, des caractéristiques qui n'aidaient ni ne nuisaient nécessairement à la survie, pouvaient se répandre simplement parce qu'ils se trouvaient être présents dans la population fondatrice. Mettez 200 personnes dans une vallée de montagne isolée, et quels que soient les traits physiques de ces 200 personnes, ils deviendront les traits standards de cette population. Leurs descendants leur ressembleront, non pas parce que ces traits sont optimaux, mais parce que ce sont les seuls gènes disponibles. Entre 40 000 et 20 000 ans, ces populations d'Asie de l'Est ont connu une croissance explosive.
elles se sont étendues depuis leur premier point d'ancrage en Asie centrale, à travers toute la partie orientale du continent, vers le nord en Sibérie, où elles ont développé les adaptations au froid les plus extrêmes observées dans toute population humaine, vers le sud dans ce qui est aujourd'hui la Chine et l'Asie du Sud-Est, vers l'Est en direction de la côte Pacifique. Chaque expansion a créé de nouveaux effets fondateurs, de nouveaux goulots d'étranglement qui ont affiné et intensifié les traits présents dans les groupes pionniers. Les populations se sont séparées, isolées par des chaînes de montagnes ou des barrières climatiques, ont évolué indépendamment pendant des milliers d'années, puis se sont parfois mélangées à nouveau lorsque les changements climatiques ont ouvert de nouvelles routes de migration. Les signatures génétiques de ces mouvements anciens sont encore visibles aujourd'hui. Des études génétiques modernes peuvent retracer les relations entre différentes populations asiatiques, cartographiant l'arbre généalogique de la migration humaine. Les données montrent des schémas clairs, des populations s'étendant depuis l'Asie centrale en plusieurs vagues, s'adaptant aux conditions locales, développant des variations régionales, mais maintenant toujours des liens génétiques avec leurs voisins. Il y a 20 000 ans, les humains avaient atteint toutes les parties habitables de l'Asie, mais ils n'avaient pas fini d'explorer. Certains groupes vivant en Asie du Nord-Est, probablement autour de ce qui est aujourd'hui la Sibérie, ont continué à pousser vers le nord et l'est, suivant les mégafaunes qui prospéraient dans la toundra de l'âge de glace. Il y a environ 15 000 à 20 000 ans, pendant le dernier maximum glaciaire, lorsque le niveau de la mer était au plus bas, ces populations sibériennes ont traversé le pont terrestre de Bering pour arriver en Amérique du Nord. Encore une fois, probablement pas beaucoup d'entre eux. L'analyse génétique des populations amérindiennes suggère qu'elles descendent toutes d'un groupe fondateur relativement petit, peut-être juste quelques centaines d'individus qui ont réussi à traverser et à survivre aux conditions difficiles de l'autre côté. Ces premiers Américains portaient avec eux l'héritage génétique de leurs ancêtres asiatiques, y compris de nombreuses adaptations physiques qui s'étaient développées sur des dizaines de milliers d'années dans le nord-est de l'Asie. Alors qu'ils se sont répandus vers le sud, à travers les Amériques, atteignant la pointe sud de l'Amérique du Sud en quelques milliers d'années seulement, ils ont conservé ces traits ancestraux. C'est pourquoi les études génétiques montrent des relations étroites entre les populations d'Asie, de l'Est et les populations amérindiennes. Ce sont littéralement des cousins, des descendants de groupes qui se sont séparés il y a seulement 15 000 à 20 000 ans, ce qui n'est rien en termes évolutifs. Et voici ce qui est remarquable dans toute cette histoire de migration. Ça s'est passé si vite. De la sortie initiale d'Afrique il y a environ 70 000 ans à la colonisation de l'Amérique du Sud il y a 15 000 ans, les humains modernes avaient colonisé tous les continents sauf l'Antarctique. En seulement 55 000 ans, moins de 3 000 générations, nous sommes passés d'une espèce confinée à l'Afrique à une espèce mondiale. Chaque étape de cette expansion impliquait de petits groupes transmettant les traits de leurs ancêtres, tout en développant de nouvelles adaptations aux conditions locales. Les gens qui ont colonisé l'Asie de l'Est étaient le produit de multiples effets fondateurs, de multiples événements de sélection, de multiples goulots d'étranglement génétique qui ont façonné leur apparence physique et leur constitution génétique. Mais ils étaient également reliés par une chaîne ininterrompue de migration et de mélange humain qui remontait jusqu'à l'Afrique. Les preuves génétiques le montrent clairement. Malgré des dizaines de milliers d'années de séparation, malgré l'adaptation à des environnements complètement différents, toutes les populations humaines partagent la grande majorité de leur ADN. Nous sommes tous remarquablement similaires sur le plan génétique, ce qui rend les différences physiques entre les populations, y compris des choses comme la forme des yeux, encore plus intéressantes, parce qu'elles nous renseignent sur le pouvoir de l'évolution à créer une variation visible même lorsque les différences génétiques sous-jacentes sont infimes, sur le fonctionnement de l'adaptation dans les populations humaines, sur l'interaction complexe entre l'environnement, la génétique et le hasard qui façonne notre apparence. Ces premiers migrants en Asie de l'Est n'auraient pas pu savoir qu'ils commençaient une expérience évolutive qui produirait des traits physiques distinctifs chez leurs descendants. Ils essayaient juste de survivre, de trouver de la nourriture, d'élever des enfants dans des environnements rudes et inconnus. Mais sur des centaines de générations, la combinaison des effets fondateurs, de l'adaptation à des conditions extrêmes et de la dérive génétique aléatoire
à créer des populations avec des caractéristiques distinctives, y compris des changements dans la structure oculaire, qui deviendraient, finalement, certaines des caractéristiques les plus reconnaissables des populations d'Asie de l'Est. Le voyage que ces pionniers ont entrepris d'Afrique à l'Arabie, en Asie centrale, jusqu'aux confins gelés de l'Asie du Nord-Est et au-delà, a préparé le terrain pour tout ce qui allait suivre. Leur survie dans des environnements extrêmes allait stimuler les adaptations que nous explorerons ensuite. La sélection naturelle n'était pas la seule force qui façonnait les visages humains alors que les populations se répandaient à travers l'Asie. Il y avait une autre pression évolutive qui travaillait aux côtés de l'adaptation environnementale, quelque chose de plus subtil mais potentiellement tout aussi puissant. La sélection sexuelle, la préférence pour certaines caractéristiques chez les partenaires potentiels, génération après génération, transformant progressivement l'apparence de populations entières. Charles Darwin a compris cela dans les années 1870. Il a remarqué que la sélection naturelle, la survie du plus apte, ne pouvait pas tout expliquer sur l'apparence des animaux. Pourquoi les paons avaient-ils ces queues massives et peu pratiques? Pourquoi certains cerfs avaient-ils des bois si grands qu'ils pouvaient à peine marcher? Ces caractéristiques n'aidaient pas à la survie. Elles la rendaient en fait plus difficile. Mais elles faisaient une chose extrêmement bien. Elles attiraient les partenaires. Darwin a proposé que l'évolution fonctionnait par deux mécanismes. La sélection naturelle, qui favorisait les traits qui vous aidaient à survivre, et la sélection sexuelle, qui favorisait les traits qui vous aidaient à vous reproduire. Parfois, ces deux forces tiraient dans des directions opposées. La queue du paon le rend plus visible pour les prédateurs, ce qui est mauvais pour la survie, mais elle le rend aussi irrésistible pour les femelles, ce qui est meilleur pour la reproduction. Au fil des générations, la sélection sexuelle l'emporte, car peu importe à quel point vous êtes bon pour survivre, si personne ne veut s'accoupler avec vous. Maintenant, les visages humains ne sont pas des queues de paon, mais ils sont soumis aux mêmes pressions évolutives. Et c'est là que l'histoire des formes d'yeux asiatiques se complique vraiment. Car une fois que vos ancêtres s'étaient adaptés au climat froid, aux hautes altitudes ou à la lumière solaire intense, développant des plis épicantiques et des profils faciaux plus plats, quelque chose d'autre a commencé à se produire. Ces caractéristiques sont devenues une partie de l'identité culturelle. Elles sont devenues des marqueurs d'appartenance, et très probablement, elles sont devenues attrayantes. Imaginez ceci. Vous vivez en Asie centrale il y a 25 000 ans. Votre peuple est là depuis des milliers de générations, assez longtemps pour que toutes les personnes que vous ayez jamais rencontrées aient des plis épicantiques, des arcs zygomatiques prononcés, toute la suite de caractéristiques faciales adaptées au froid. Puis vous rencontrez quelqu'un d'une population différente. Quelqu'un dont les ancêtres ont emprunté une route de migration différente et ont développé des traits différents. Peut-être que leurs yeux sont plus enfoncés. Peut-être que leur nez est plus long et plus étroit. Peut-être que leur structure osseuse faciale est complètement différente. Qui choisissez-vous comme partenaire? La personne qui ressemble à votre famille, à votre communauté, à tous ceux que vous avez jamais connus et en qui vous avez confiance, ou l'étranger au visage inconnu? Pour la plupart des gens, tout au long de la plupart de l'histoire humaine, la réponse était évidente. Vous choisissiez la familiarité, vous choisissiez quelqu'un qui ressemblait à votre peuple. Cela s'appelle l'appariement assortatif, la tendance à sélectionner des partenaires qui vous ressemblent et ressemblent à votre communauté. Ce n'est pas conscient. Personne ne s'asseyait en pensant « Je dois préserver les traits génétiques spécifiques de notre population ». C'est instinctif, guidé par de profondes préférences psychologiques pour le familier et le culturellement approprié. Mais l'appariement assortatif a un effet puissant sur l'évolution. Il amplifie les traits déjà présents dans une population. Si toutes les personnes avec des plis épicantiques s'accouplent préférentiellement avec d'autres qui ont des plis épicantiques, alors les gènes pour ces caractéristiques deviennent plus concentrés, plus prononcés, plus universels à chaque génération. Non pas parce que ces caractéristiques vous aident à survivre au froid, bien qu'elles le puissent, mais parce qu'elles vous aident à vous intégrer, à appartenir, à attirer un partenaire au sein de votre communauté. Les preuves archéologiques de ce processus sont subtiles mais fascinantes. À partir d'il y a environ 15 000 ans,
nous voyons une explosion d'art figuratif à travers l'Asie. Des peintures rupestres, des figurines sculptées, des outils décorés. Et lorsque ces anciens artistes dépeignaient des visages humains, ils mettaient l'accent sur certaines caractéristiques, de grandes pommettes proéminentes, des yeux rendus comme de simples lignes ou de petites ouvertures, de larges plans faciaux plats. Maintenant, peut-être qu'ils ne faisaient que dépeindre la réalité, montrant les visages tels qu'ils étaient réellement. Mais l'art n'est pas seulement de la documentation, c'est aussi de l'idéalisation. Les artistes mettent l'accent sur les caractéristiques qu'ils trouvent importantes, belles, culturellement significatives. Le fait que ces traditions artistiques mettent constamment l'accent sur les mêmes caractéristiques faciales suggère que ces caractéristiques avaient un sens. Elles étaient des marqueurs d'identité, peut-être des marqueurs d'attractivité. Il y a 10 000 ans, nous commençons à voir des preuves de pratiques de beauté plus complexes. Des sites funéraires de la Chine ancienne contiennent des ornements conçus pour attirer l'attention sur des caractéristiques faciales spécifiques, des boucles d'oreilles qui encadrent le visage, des coiffes qui soulignent la largeur des pommettes. Plus tard, bien plus tard, nous obtenons des documents écrits décrivant les canons de beauté. Et bien que ces documents proviennent de périodes bien après l'évolution initiale des traits du visage asiatique, ils pourraient préserver des échos de préférences beaucoup plus anciennes. Les textes chinois anciens décrivent la beauté idéale en des termes qui semblent familiers. Des visages comme la lune, c'est-à-dire ronds et larges. Des yeux de saule, c'est-à-dire étroits et élégants. De hautes pommettes proéminentes. Ce ne sont pas seulement des normes arbitraires, ce sont des descriptions des traits du visage qui étaient devenus prédominants dans les populations d'Asie de l'Est, à travers des millénaires d'adaptation et d'évolution culturelle. La littérature japonaise raconte une histoire similaire. Le dit du Genji, écrit il y a plus de 1000 ans, décrit la beauté idéale de manière à souligner les plis épicantiques, les petits yeux, les profils faciaux plats. Les archives historiques coréennes font de même. À travers diverses cultures asiatiques, séparées par la géographie et l'histoire, nous trouvons des canons de beauté remarquablement cohérents, qui se trouvent correspondre aux traits du visage produits par l'adaptation au froid. Mais voici la question cruciale. La sélection sexuelle a-t-elle causé ces caractéristiques, ou la sélection sexuelle a-t-elle simplement préservé et amplifié des caractéristiques qui avaient déjà évolué par sélection naturelle? La réponse est probablement les deux, dans une boucle de rétroaction complexe qui a duré des dizaines de milliers d'années. Voici comment cela aurait pu fonctionner. Première vague, la sélection naturelle. Vos ancêtres ont migré dans des environnements froids. Ceux qui se trouvaient avoir une graisse faciale sous-cutanée légèrement plus importante, des arcs zygomatiques légèrement plus proéminents, des plis épicantiques légèrement plus marqués, ont mieux survécu au froid. Sur des centaines de générations, ces caractéristiques sont devenues plus courantes simplement parce qu'elles offraient des avantages de survie. Deuxième vague, le renforcement culturel. Ces caractéristiques sont devenues associées à votre peuple, à votre communauté, aux populations prospères qui avaient prospéré dans ces environnements difficiles. Elles sont devenues des marqueurs d'appartenance. L'art et les traditions orales ont commencé à les mettre en valeur. Elles sont apparues dans des histoires d'ancêtres légendaires, des descriptions de héros culturels, des représentations de dieux et d'esprits. Troisième vague, la sélection sexuelle. Maintenant, ces caractéristiques ne sont plus seulement utiles pour la survie, elles sont culturellement valorisées. Elles sont associées à la force, à la résilience, à une ascendance réussie. Les personnes qui les ont de manière plus proéminente deviennent plus attrayantes en tant que partenaires potentiels, non pas à cause d'une décision consciente, mais à cause d'une programmation culturelle profonde qui associe ces caractéristiques à la désirabilité. Quatrième vague, l'amplification. Des générations d'appariements assortatifs concentrent les gènes pour ces caractéristiques. Ce qui a commencé comme une adaptation subtile devient plus prononcé. Les plis épicantiques deviennent plus universels, les arcs zygomatiques plus proéminents, l'architecture faciale globale plus distincte. Sur 20 000 ans, ces vagues se sont cumulées. La sélection naturelle et la sélection sexuelle ne se sont pas concurrencées. Elles ont coopéré, poussant toutes deux dans la même direction, créant des traits du visage qui sont simultanément adaptés à l'environnement et façonnés par les préférences culturelles.
Mais démêler la part de la sélection naturelle et de la sélection sexuelle est presque impossible, car elle laisse des signatures génétiques similaires. Un gène qui augmente en fréquence, parce qu'il vous aide à survivre au froid, ressemble beaucoup à un gène qui augmente en fréquence, parce qu'il vous rend plus attrayant pour les partenaires potentiels. Les deux se propagent dans la population. Les deux deviennent universels. Les deux façonnent l'apparence des générations futures. Des études génétiques modernes ont tenté de séparer ces effets. Elles ont trouvé des preuves pour les deux. Certains gènes liés à la structure faciale montrent des signes de sélection naturelle, le genre de balayage sélectif que l'on attendrait d'une adaptation environnementale. Mais d'autres gènes, en particulier ceux liés à des variations subtiles des traits du visage, montrent des schémas plus cohérents avec la sélection sexuelle. Des changements rapides qui ne corrèlent pas nettement avec le climat ou l'altitude. Des changements qui semblent motivés par des préférences culturelles plutôt que par des besoins de survie. La vérité est que l'évolution humaine ne rentre pas dans des catégories bien nettes. Nous ne sommes pas seulement des animaux qui s'adaptent à des environnements. Nous sommes des créatures culturelles qui créent nos propres pressions sélectives par l'art, les rituels, les préférences des partenaires et les hiérarchies sociales. Nos ancêtres n'étaient pas des récepteurs passifs des forces évolutives. Ils étaient des participants actifs, faisant des choix sur les personnes avec qui s'associer, les caractéristiques qu'ils trouvaient attrayantes, les caractéristiques qu'ils valorisaient dans leur communauté. Ces choix avaient des conséquences. Sur des milliers de générations, ils ont façonné les visages, les corps et même les cerveaux. Les caractéristiques que nous associons à différentes populations humaines ne sont pas seulement des produits du climat et de la géographie, elles sont aussi des produits de la culture, de l'esthétique et du poids accumulé de millions de décisions individuelles de sélection de partenaires prises sur des dizaines de milliers d'années. Et la boucle de rétroaction continue aujourd'hui. Les canons de beauté modernes mettent toujours l'accent sur des caractéristiques qui ont des racines évolutives profondes. Les préférences culturelles façonnent toujours ce que les gens trouvent attrayant. La sélection sexuelle fonctionne toujours, bien que de manière plus complexe que nos ancêtres n'auraient pu l'imaginer. Lorsque vous regardez la diversité des traits du visage humain à travers les populations, vous ne voyez pas seulement une adaptation environnementale. Vous voyez l'héritage d'innombrables traditions culturelles, de préférences esthétiques et de décisions de sélection de partenaires s'étendant jusqu'aux premiers jours de la migration humaine. Vous voyez l'évolution guidée non seulement par la survie, mais par le désir, non seulement par la dureté des climats de l'âge de glace, mais par la force plus douce et plus subtile de ce que nos ancêtres trouvaient beau. Et c'est pourquoi la question des formes des yeux asiatiques n'a pas de réponse simple, parce que ce n'est pas une seule histoire. Ce sont de nombreuses histoires tissées ensemble au fil des millénaires. Des histoires de survie et d'adaptation, des histoires de culture et d'identité, des histoires d'amour et d'attraction. Toutes vraies, toutes incomplètes, toutes faisant partie de la vaste et complexe tapisserie de l'évolution humaine. Mais nous n'avons pas encore terminé, car la génétique moderne nous a donné de nouveaux outils pour enquêter sur ces questions anciennes, des outils qui peuvent réellement séparer la sélection naturelle de la sélection sexuelle, des outils qui peuvent retracer les gènes spécifiques responsables des traits du visage à travers le temps. Et ce qu'ils ont découvert change tout ce que nous pensions savoir. Parlons de ce qui se passe lorsque les scientifiques arrêtent de théoriser et commencent à séquencer l'ADN. Car au cours des 20 dernières années, les généticiens ont ouvert le génome humain et ont trouvé quelque chose de remarquable. Ils ont trouvé les changements génétiques spécifiques qui ont influencé les caractéristiques physiques est-asiatiques, y compris la forme des yeux. Et l'histoire que ces gènes racontent est plus folle que quiconque ne l'avait prévu. La percée est venue en 2008. Une équipe de chercheurs dirigée par Pardis Sabeti à Harvard étudiait un gène appelé EDAR, ce qui signifie récepteur de l'ectodysplasine, ce qui ressemble à quelque chose d'un roman de science-fiction, mais c'est en fait l'un des gènes les plus fascinants du génome humain. EDAR code pour une protéine impliquée dans le développement des structures ectodermiques, c'est du jargon génétique pour tout ce qui se développe à partir de la couche externe d'un embryon en croissance. Cheveux, dents, glandes sudoripares, ongles, et oui, les tissus autour des yeux. C'est là que ça devient intéressant.
L'équipe de recherche a découvert que la plupart des humains portent ce que nous appellerons la version ancestrale d'Edar. C'est l'original, la version qui existe depuis des millions d'années, la version que nos ancêtres préhumains avaient. Mais les populations d'Asie de l'Est portent quelque chose de différent. Une variante appelée Edar 370A. Un minuscule changement, une seule substitution de nucléotides dans un gène de milliers de lettres, une lettre de l'alphabet génétique échangée contre une autre. Et ce seul changement influence plusieurs caractéristiques physiques simultanément. Les personnes avec la variante 370A ont tendance à avoir des tiges de cheveux plus épaisses, des cheveux individuels qui sont littéralement plus larges en diamètre que ceux des personnes avec la variante ancestrale. Elles ont tendance à avoir des incisives en forme de pelle plus prononcées, des dents avec une concavité distinctive sur la surface interne qui est relativement rare dans d'autres populations. Elles ont tendance à avoir des glandes sudoripares écrines, plus nombreuses et plus actives, les glandes qui produisent de la sueur aqueuse pour la régulation de la température. Et elles ont tendance à avoir un tissu adipeux accru dans la paupière supérieure, ce qui contribue à ce que nous reconnaissons comme le pli épicantique, un gène, plusieurs effets. C'est ce que les généticiens appellent la pléiotropie. Lorsqu'une seule variante génétique influence plusieurs traits apparemment non liés. C'est comme trouver un interrupteur principal qui contrôle plusieurs lumières différentes dans une maison. Basculez-le dans un sens et vous obtenez une combinaison de caractéristiques. Basculez-le dans l'autre et vous obtenez une combinaison différente. Mais voici ce qui rend Edar 370A vraiment spécial. Il n'est pas seulement présent dans les populations d'Asie de l'Est, il est presque universel. Des études montrent qu'environ 90 à 95% des Chinois portent cette variante. Des fréquences similaires apparaissent dans les populations coréennes, japonaises, mongoles et amérindiennes. Ce n'est pas une mutation rare qui se manifeste occasionnellement, c'est une caractéristique déterminante de l'ascendance est-asiatique. Ce genre de distribution de fréquences dit aux généticiens quelque chose d'important. Lorsqu'une variante génétique atteint une prévalence aussi élevée dans une population, cela signifie généralement l'une des deux choses suivantes. Soit cela s'est produit il y a très longtemps dans une petite population fondatrice et s'est propagé par dérive génétique, soit cela a fourni une sorte d'avantage que la sélection naturelle a favorisé assez fortement pour l'amener à une fréquence élevée relativement rapidement. Les chercheurs ont fait les calculs en utilisant plusieurs méthodes d'analyse, comparant les séquences génétiques de populations du monde entier, construisant des modèles évolutifs pour suivre la propagation des mutations à travers les populations au fil du temps. Ils sont parvenus à une estimation. La variante Edar 370A est probablement apparue il y a entre 30 000 et 35 000 ans, en plein milieu du dernier âge de glace, juste au moment où les populations ancestrales d'Asie de l'Est se répandaient à travers le continent, s'adaptant à de nouveaux environnements, faisant face à de nouveaux défis. Mais a-t-elle été sélectionnée? A-t-elle réellement fourni un avantage? Ou s'est-elle simplement trouvée présente dans une petite population fondatrice et s'est-elle propagée par hasard? Les signatures génétiques suggèrent une forte sélection positive. La variante 370A montre ce que l'on appelle un balayage sélectif, un schéma où la variante et les régions génétiques environnantes se propagent dans la population plus rapidement que ce à quoi on s'attendrait par le seul hasard. Quelque chose à propos de cette variante a rendu les personnes qui la portaient plus susceptibles de survivre et de se reproduire. Quel était cet avantage reste vivement débattu. Les cheveux plus épais auraient pu fournir une meilleure isolation dans les climats froids. La densité accrue des glandes sudoripares aurait pu aider à la régulation de la température. Les incisives en forme de pelle auraient pu être utiles pour traiter certains aliments ou travailler avec des matériaux. Ou peut-être que l'avantage n'était pas un seul trait, mais la combinaison. Peut-être qu'avoir toutes ces caractéristiques ensemble a fourni un avantage que nous n'avons pas encore entièrement compris. Et c'est là que l'histoire se complique. Parce que si Edar 370A est important, ce n'est pas toute l'histoire. La forme des yeux, comme la plupart des traits physiques, est ce que les généticiens appellent polygénique, ce qui signifie qu'elle est influencée par plusieurs gènes, peut-être des dizaines, chacun contribuant à un petit effet. Edar 370A
n'est que celui que nous avons identifié le plus clairement, celui qui a le plus grand effet, celui qui est le plus facile à suivre par analyse génétique. Des études d'association pangénomique, où les chercheurs comparent l'ADN de milliers d'individus pour trouver des variantes génétiques associées à des traits spécifiques, ont identifié plusieurs autres gènes qui influencent la structure des paupières et la forme des yeux. Certains affectent le développement de la structure osseuse du visage, ce qui influence indirectement la position des tissus mous autour des yeux. D'autres affectent la distribution des dépôts de graisse dans le visage. D'autres encore influencent le développement de la paupière elle-même pendant la croissance embryonnaire. Chacun de ces gènes contribue à une petite partie du tableau final. Vous héritez d'une version de votre mère, d'une autre de votre père, et la combinaison détermine votre forme d'œil spécifique. C'est pourquoi il y a tant de variations même au sein des populations. Deux personnes d'ascendance est-asiatique pourraient toutes deux porter EDAR 370A, mais différer dans des dizaines d'autres gènes pertinents, produisant des formes d'yeux distinctement différentes. Des études génétiques modernes ont également révélé quelque chose de profond sur l'histoire de la population est-asiatique. Lorsque les chercheurs séquencent les génomes de personnes à travers l'Asie et les comparent à des populations d'autres continents, ils trouvent des preuves de schémas de migration complexes et de mélanges de populations remontant à des dizaines de milliers d'années. Les données suggèrent que les populations ancestrales d'Asie de l'Est ont subi au moins un goulot d'étranglement de populations majeures il y a entre 50 000 et 30 000 ans, séparé du goulot d'étranglement beaucoup plus ancien qui a affecté tous les humains. Ce goulot d'étranglement ultérieur, possiblement déclenché par les conditions difficiles du dernier maximum glaciaire, a considérablement réduit la taille des populations. De petits groupes de survivants dispersés dans des zones refuges ont maintenu assez de diversité génétique pour se rétablir. Mais le goulot d'étranglement a créé des opportunités pour que la dérive génétique opère puissamment. Après le goulot d'étranglement, lorsque les populations se sont à nouveau développées, certaines variantes génétiques qui auraient pu être rares auparavant sont devenues courantes, propagées par une combinaison de sélection et d'effets fondateurs. EDAR 370A était probablement l'une d'entre elles. Présente à faible fréquence dans la population ancestrale, elle est devenue courante après le goulot d'étranglement, soit parce qu'elle offrait des avantages dans l'environnement post-goulot d'étranglement, soit parce qu'elle se trouvait être présente à haute fréquence dans les petits groupes qui ont survécu et se sont ensuite développés. Des études pangénomiques ont également révélé un flux génique important entre différentes populations asiatiques. L'ADN ancien de sites archéologiques montre que les populations se mélangeaient, se séparaient et se remélangeaient sur des milliers d'années. Les groupes adaptés au climat froid du Nord se mélangeaient occasionnellement avec des groupes adaptés aux environnements tropicaux du Sud. Les populations des hauts plateaux échangeaient des gènes avec les populations des basses terres. Cela a créé une tapisserie complexe de variations génétiques à travers le continent. Ce qui est fascinant, c'est que malgré tout ce mélange, EDAR 370A et les traits associés sont restés remarquablement stables dans la plupart des populations d'Asie de l'Est. Cela suggère soit que la variante a fourni des avantages constants dans plusieurs environnements, soit qu'elle est devenue si courante au début de l'histoire de la population est-asiatique qu'elle a persisté à travers toutes les migrations et tous les événements de mélange ultérieurs. Des études récentes ont même découvert qu'EDAR influence plus que de simples caractéristiques physiques. Des expériences sur des souris modifiées pour porter la variante humaine 370A montrent des différences dans le développement des glandes mammaires. Cela a conduit certains chercheurs à spéculer que la variante aurait pu influencer le succès reproductif de manière que nous commençons seulement à comprendre. Peut-être que les femmes porteuses de la variante réussissaient légèrement mieux à allaiter les nourrissons, offrant un avantage sélectif qui n'avait rien à voir avec le climat ou la protection des yeux. La vérité est que, malgré tout notre séquençage génétique et notre modélisation informatique, nous ne connaissons toujours pas toute l'histoire. La recherche se poursuit. Chaque année, de nouvelles études identifient des variantes génétiques supplémentaires associées aux traits du visage. De meilleures méthodes statistiques permettent aux chercheurs de démêler les contributions relatives de différents gènes. L'ADN ancien de sites archéologiques révèle comment ces variantes étaient distribuées dans le passé, nous aidant à reconstruire leur histoire évolutive. Ce qui est clair, c'est que la forme des yeux,
comme toutes les caractéristiques physiques humaines, résultent d'une interaction complexe de la génétique et de l'évolution. Ce n'est pas simple, ce n'est pas déterminé par une seule cause. C'est le produit de milliers de générations, d'adaptations, de migrations, de mélanges de populations et de dérives génétiques. EDAR 370A est une pièce importante du puzzle, mais ce n'est qu'une pièce parmi tant d'autres. Et voici quelque chose à méditer alors que vous vous endormez ce soir. Cette variante que vous portez, quelles que soient les variantes, quelle que soit la combinaison de gènes qui façonnent vos yeux, vos cheveux, votre visage, elles sont toutes la preuve des voyages de vos ancêtres. Chaque gène est un document historique, un fossile moléculaire qui remonte à des milliers de générations. La variante EDAR, qui influence les formes d'yeux et asiatiques, est apparue il y a environ 30 000 ans, ce qui signifie qu'elle a été transmise à travers environ 1500 générations, de parents à enfants, à petits-enfants, à travers les âges glaciaires et les migrations, à travers la montée et la chute d'innombrables sociétés, survivant aux guerres, aux pestes et aux famines, pour vous atteindre aujourd'hui. Votre génome est une archive, et les scientifiques apprennent encore à le lire, découvrant encore quelles histoires il raconte sur d'où nous venons et comment nous sommes devenus qui nous sommes. La génétique de la forme des yeux n'est qu'un chapitre d'une histoire beaucoup plus longue, une que nous commençons seulement à comprendre. Fermez les yeux un instant et imaginez que vous regardez une carte du monde de très haut. Les calottes glaciaires grandissent et rétrécissent, les déserts respirent et expirent comme des êtres vivants, les forêts s'étendent, puis reculent. Maintenant, imaginez de petits groupes humains dispersés sur cette planète changeante. Non pas des millions de personnes dans des mégapoles, mais de petites bandes de 20, 30, peut-être 50 individus. Chaque groupe est confronté à sa propre version locale du même problème de base. Comment maintenir un globe oculaire chaud, humide et fragile en état de fonctionner dans un monde qui essaie de le geler, de le dessécher, de le sabler ou de le brûler avec la lumière du soleil. Nous parlons souvent des yeux asiatiques, comme si c'était là que l'histoire commençait et se terminait. Ce n'est pas le cas. Les mêmes caractéristiques oculaires de base que les gens aiment à souligner en Asie de l'Est existent aussi dans d'autres endroits, très éloignés, parmi des gens qui ne partagent aucune histoire commune récente. C'est le premier indice que quelque chose de plus profond se passe. Commençons par un endroit auquel la plupart des gens ne pensent jamais lorsqu'ils imaginent de petits yeux, l'Afrique australe. Imaginez le Kalahari au lever du soleil. L'air est frais, mais la lumière est déjà crue. Le sol est clair, presque blanc par endroits. La poussière est partout, fine comme de la farine, soulevée à chaque pas, à chaque rafale de vent. Ici vivent les peuples Khoisan, l'une des lignées les plus anciennes de la Terre. Leur ADN préserve des échos de l'histoire humaine qui remontent à des centaines de milliers d'années. Lorsque vous regardez de nombreux visages Khoisan, vous remarquerez quelque chose de frappant. Une forme de paupière qui, pour un observateur occasionnel, ressemble beaucoup à ce que les gens stéréotypent comme des yeux asiatiques. Un pli épicantique partiel, un peu de peau supplémentaire au coin interne de l'œil, une ouverture visible plus étroite. Pas identique aux Asiatiques de l'Est, mais assez similaire pour que les premiers anthropologues européens en soient déroutés. Ils ont inventé des histoires étranges pour l'expliquer. Peut-être qu'il y avait eu de mystérieuses migrations depuis l'Asie. Peut-être qu'ils étaient une sorte de race mixte. Ils essayaient de faire entrer les visages Khoisan dans une histoire qui centrait l'Europe et l'Asie. Mais la génétique raconte une histoire plus simple. Les Khoisan ne sont pas des nouveaux venus. Ils ne sont pas une ramification de qui que ce soit d'autre. Ils sont l'une des plus anciennes populations humaines continues de la planète. Leur forme d'œil ne vient pas d'Asie, elle est née là, sous les cieux africains. Pourquoi ? Pensez à cet environnement. Une lumière solaire intense rebondissant sur un sol sableux pâle. D'énormes variations de température entre des nuits fraîches et des journées torrides. Des vents secs qui soulèvent de la poussière et du sable soufflant directement sur votre visage. Dans ces conditions, tout changement subtil qui protège la surface de l'œil, qui aide à conserver l'humidité, qui protège contre l'éblouissement, est récompensé. Sur des milliers de générations, de petites variations s'additionnent. Des fissures palpébrales
légèrement plus étroite, un peu plus de graisse dans la paupière supérieure, un léger pli de peau qui change la façon dont la lumière entre, dont les larmes s'évaporent, dont la poussière est déviée. Vous assistez à l'évolution convergente en action. Endroits différents, histoires différentes, même genre de solution. Maintenant, déplaçons-nous à l'autre bout de la planète. Traversons la mer Rouge, survolons l'Inde, planons au-dessus de l'Asie du Sud-Est, puis sortons à travers un pont terrestre qui n'existe plus, le pont terrestre de Bering. Pendant le dernier âge de glace, le niveau de la mer était plus bas. La Sibérie et l'Alaska étaient reliés par un couloir froid et venteux de steppes et de toundra. Ce n'était pas un endroit agréable. Neige, cristaux de glace et vents acérés comme des rasoirs, éblouissement des champs de neige qui pouvaient vous brûler les rétines, air froid qui pouvait geler les tissus exposés. De petits groupes d'humains ont quand même traversé ce couloir. Ils étaient des descendants de populations d'Asie de l'Est, portant déjà certains des traits oculaires que nous associons à cette région. Une plus grande fréquence de plis épicantiques, plus de graisse orbitaire, des ouvertures subtilement plus étroites. Lorsqu'ils ont traversé les Amériques et se sont répandus vers le sud, ils ont emporté ces traits avec eux. Sur des milliers d'années, ces lignées sont devenues les ancêtres des peuples indigènes des Amériques. Regardez des photos, ou mieux encore, rencontrez des gens dans la vraie vie. Des communautés inuites, des Premières Nations du Canada, des groupes autochtones des États-Unis, des Andes, de l'Amazonie. Vous verrez une gamme extraordinaire de visages, nez haut, nez plat, visage rond, visage long, et une riche variété de formes d'yeux. Certains ont des plis épicantiques très proéminents, d'autres presque aucun. Certaines paupières semblent très estasiatiques à l'œil non averti, d'autres ne correspondraient pas du tout à ce stéréotype. Pourquoi une telle diversité ? Parce qu'une fois que ces premiers migrants ont atteint les Amériques, ils ne vivaient pas tous dans un seul grand champ de neige. Ils se sont répandus dans des déserts, des hautes montagnes, des forêts tropicales, des prairies, des côtes glacées. Chaque environnement a fourni son propre ensemble de pressions. À l'extrême nord, parmi les Inuits et les peuples arctiques apparentés, on trouve à nouveau une fréquence élevée d'ouvertures oculaires et de plis plus étroits. Ici, comme en Sibérie à l'âge de glace, l'éblouissement de la neige et la glace poussée par le vent sont des menaces constantes. Des couches de graisse autour des yeux aident à isoler les tissus délicats du froid. Des formes de paupières qui réduisent la surface exposée aident à protéger contre l'évaporation et les blessures. Mais allez au plus profond de la forêt tropicale, où la lumière est filtrée à travers les feuilles et où l'humidité est élevée, et ces mêmes pressions ne sont pas aussi intenses. Dans certains groupes, les traits persistent. Dans d'autres, ils s'adoucissent. La sélection déplace son attention. D'autres caractéristiques deviennent plus importantes. Même boîte à outils ancestrale. Différentes modifications locales. Maintenant, dérivez à nouveau vers le nord, mais cette fois en Eurasie. Glissez à travers les forêts et les tourbières jusqu'à une terre de faible soleil d'hiver et de neige sans fin, la Scandinavie. Domicile des Samis. Les Samis sont un peuple indigène du nord de la Fennoscandie, Norvège, Suède, Finlande et certaines parties de la Russie. Ils ont élevé des rennes, pêché dans des rivières glacées et suivi les migrations des animaux à travers certains des hivers les plus rudes de la Terre. Sortez pendant une tempête d'hiver polaire et vous comprendrez leur monde. La neige ne tombe pas seulement, elle vole de côté. Des cristaux de glace poussés par le vent récurent la peau exposée. Le sol est une nappe de blanc, renvoyant la lumière directement dans vos yeux, même lorsque le soleil dépasse à peine l'horizon. Les visages samis montrent un mélange de traits européens et plus orientaux, reflétant des migrations anciennes complexes. Certains individus ont des formes des yeux qui font à nouveau écho au même thème. Des ouvertures légèrement plus étroites, des plis doux, des adaptations subtiles pour une vie passée à plisser les yeux contre le vent, la lumière et la neige. Les Samis sont-ils asiatiques ? Non, ce sont des Samis. Leur histoire leur est propre. Mais l'environnement qu'ils habitent rime avec les environnements d'autres peuples adaptés au froid.
Et encore une fois, on voit quelque chose comme une évolution convergente. Différentes populations ancestrales, différentes routes de migration, des solutions similaires de la région oculaire aux mêmes problèmes physiques. Pourtant, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Des environnements similaires ne produisent pas toujours les mêmes adaptations visibles. Pensez aux Européens du Nord en général. Beaucoup d'entre eux vivent aussi dans des régions enneigées et froides, mais la plupart n'ont pas de plis épicantiques prononcés. Leur forme d'yeux couvre une large gamme, souvent avec de grandes paupières ouvertes. Pourquoi? Parce que la sélection naturelle ne part jamais de zéro, elle travaille avec ce qui est déjà là. Prenez deux populations, mettez-les dans des climats à peu près similaires. Vous n'obtiendrez pas nécessairement les mêmes traits visibles, car elles partent de bases génétiques différentes. Une population pourrait avoir plus de variations dans l'épaisseur des paupières, une autre pourrait avoir plus de variations dans la pigmentation, la forme du nez ou la chimie des larmes. La solution évolutive de chaque groupe au froid et à l'éblouissement pourrait mettre l'accent sur différentes parties de l'anatomie. L'un pourrait faire évoluer plus de graisse orbitaire et un pli subtil. Un autre pourrait faire évoluer des changements dans la composition du film lacrymal, des taux de clignement différents, ou simplement des habitudes culturelles comme utiliser des capuches, des lunettes et des voiles plus souvent. Et certaines adaptations sont pratiquement invisibles pour nous. Nous remarquons les choses spectaculaires, la forme des yeux, la couleur de la peau, la texture des cheveux, mais beaucoup d'adaptations se produisent de manière que l'on ne voit pas simplement en regardant un visage. De minuscules ajustements dans la façon dont les vaisseaux sanguins se contractent dans le froid, des changements dans la façon dont le système immunitaire réagit aux microbes locaux, des changements de métabolisme qui affectent la rapidité avec laquelle on brûle les graisses. Deux populations peuvent toutes deux être extrêmement bien adaptées à des environnements similaires et pourtant avoir l'air assez différentes en surface. C'est là que l'idée d'évolution convergente devient puissante. L'évolution convergente, c'est lorsque différentes espèces ou différentes populations évoluent indépendamment des traits similaires parce qu'elles sont confrontées à des problèmes similaires. Pensez aux ailes des oiseaux et des chauves-souris. Pensez au corps fuselé des dauphins et des requins. Chez les humains, l'évolution convergente se manifeste de manière plus subtile. La capacité à digérer le lactose à l'âge adulte a évolué plusieurs fois dans différentes sociétés pastorales. Des adaptations à haute altitude apparaissent chez les Tibétains, les Andins et les montagnards éthiopiens, mais par des voies génétiques différentes. La forme des yeux fait partie de cette histoire. Les plis épicantiques, les paupières plus épaisses, les ouvertures plus étroites, tout cela semble être apparu plusieurs fois, ou avoir été maintenu et accentué dans plusieurs lignées en réponse au froid extrême, à l'éblouissement intense de la neige ou du sable, aux conditions sèches et venteuses, possiblement à des environnements à fort rayonnement UV, où le plissement des yeux et la forme des paupières aident à protéger les structures internes de l'œil. Les Khoisan en Afrique australe, les peuples de l'Arctique et du subarctique en Eurasie et dans les Amériques, certains groupes d'Asie centrale, les populations Sami en Europe du Nord, les Asiatiques de l'Est dont les ancêtres ont bravé les plaines froides et venteuses de l'Asie du Nord à l'âge de glace. Différents fils, des motifs similaires. Reculez encore et regardez le globe entier dans votre esprit. Ces 1280 anciens survivants que vous avez rencontrés plus tôt dans l'histoire, leurs descendants se sont répandus sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Ils ont pénétré dans les déserts, les jungles, les montagnes et les côtes gelées. Ils ont fait face à des tempêtes de sable, des blizzards, des moussons et un soleil aveuglant. Partout où ils sont allés, l'évolution a tranquillement, patiemment, ajusté les cadrans. Un peu plus de graisse ici, un peu moins de pigments là, une courbe de cartilage, un pli de peau, un changement dans la façon dont les tissus se développent. La forme des yeux n'est qu'un des rappels les plus visibles que nos visages sont des cartes des environnements de nos ancêtres. Non pas des classements, non pas des hiérarchies, non pas des canons de beauté écrits dans l'os, juste des solutions. Différentes réponses à la même question de base.
Comment continuer à voir clairement dans un monde qui essaie constamment d'endommager vos yeux? Lorsque vous traversez une ville moderne, vous voyez les résultats de ces anciennes expériences tout autour de vous. Un navetteur est asiatique, un descendant Khoisan en Afrique australe, un éleveur de rennes Sami à l'extrême nord, un agriculteur quechua dans les Andes, un étudiant nigérian, un enseignant suédois, un artiste navajo. Tous porteurs de versions légèrement différentes de la même boîte à outils évolutive, tous descendants de la même petite population désespérée qui s'est autrefois accrochée à la survie dans une Afrique en mutation. La diversité des formes d'yeux sur notre planète n'est pas la preuve que nous sommes des types d'humains fondamentalement séparés. C'est la preuve de la flexibilité d'une seule espèce. Nous nous étendons de l'équateur aux mers polaires. Nous vivons au niveau de la mer et à des altitudes où la plupart des mammifères auraient du mal à respirer. Nous endurons des déserts, des forêts de moussons, des plateaux de glace et des villes plus éclairées que n'importe quel ciel naturel. À travers tout cela, nos yeux ont dû continuer à fonctionner. Donc, nos corps se sont adaptés encore et encore, en parallèle, le long de différents chemins qui parfois se rencontrent, parfois divergent. Lorsque vous regardez dans les yeux d'une autre personne, vous voyez plus qu'une couleur, plus qu'une forme. Vous regardez l'histoire de ses ancêtres, du climat, de la lumière et du paysage, écrite dans le muscle et la peau. Et si vous pouviez voir votre propre visage avec cette même conscience évolutive, tranquille, vous reconnaîtriez quelque chose de profond. Chaque paupière, chaque pli, chaque angle est un enregistrement de survie, la preuve que votre lignée, comme toutes les autres, a trouvé un moyen de continuer à voir, peu importe ce que le monde lui a lancé. Fermez les yeux un instant et imaginez que vous traversez le temps au lieu de l'espace. Non pas à travers les savanes ou les calottes glaciaires cette fois, mais à travers les galeries, les temples, les palais et les rues bondées des villes. Car pendant que l'évolution façonnait les paupières et les conduits lacrymaux, la culture façonnait quelque chose de tout aussi puissant et parfois beaucoup plus dangereux, le sens. Un œil n'est jamais juste un œil dans les sociétés humaines. C'est un symbole, une histoire, un miroir que les gens utilisent pour décider qui appartient et qui n'appartient pas. Alors, entrons tranquillement dans l'une de ces galeries. La Chine ancienne. Un rouleau se déroule devant vous, l'encre brillant encore presque dans votre imagination. Regardez attentivement les visages. Les yeux ne sont pas des fenêtres hyper détaillées et photoréalistes. Ce sont des lignes, des traits, des suggestions. Une courbe calme vers le bas, un arc doux sous le sourcil. Les peintres n'étaient pas obsédés par la reproduction de l'anatomie exacte, ils essayaient de capturer l'esprit, le caractère, la vie intérieure. Dans la peinture de portraits traditionnelle chinoise, les yeux étaient souvent représentés comme des formes longues et étroites, légèrement allongées, parfois juste quelques coups de pinceau. Non pas parce que les artistes pensaient que les Asiatiques avaient de petits yeux, mais parce que c'était le langage visuel qu'ils avaient développé. Tout comme les caractères écrits compriment des idées entières en quelques traits, les yeux peints distillaient l'expression en une simplicité élégante. Ce qui comptait, c'était le shen, l'esprit, la vitalité, pas le diamètre de l'iris. Avancez un peu dans le monde des idéaux de beauté classique chinois. Les poètes décrivaient les yeux comme de l'eau d'automne, des croissants de lune, longs comme des feuilles de saule. L'accent était mis sur la douceur, le calme, une profondeur de sentiment tranquille. L'œil pouvait être modeste, mi-clos, voilé. La retenue elle-même était belle. Personne ne mesurait les plis des paupières avec une règle, il mesurait la grâce. Maintenant, laissez la scène se dissoudre et se reformer au Japon. Des estampes sur bois, le ukiyo-e, le monde flottant. Des acteurs de kabuki avec un eyeliner spectaculaire. Des courtisanes avec des yeux façonnés et ombrés en ovales sombres et audacieux. Encore une fois, la stylisation règne. Les yeux sont devenus des symboles d'émotion et de rôle. Les yeux d'un guerrier, féroce, anguleux, grand d'intensité. Ceux d'une femme noble, contrôlée, légèrement baissée, serein. L'esthétique traditionnelle japonaise prisait ce qu'ils appelaient le shibui et le yugen.
la subtilité, le mystère, la profondeur sous la surface. Une légère inclinaison vers le bas, au coin de l'œil, pouvait donner à un personnage un air réfléchi, raffiné, d'un autre monde. La beauté n'était pas une seule forme fixe, c'était l'humeur que l'œil semblait porter. Changé à nouveau, cette fois vers la péninsule coréenne. Dans les portraits royaux de la dynastie Joseon, les visages sont calmes, symétriques, composés. Les yeux, étroits, stables, presque méditatifs. Les idéaux confucéens dominaient l'art et la vie. La modestie, la maîtrise de soi, l'harmonie. Une expression forte, une émotion exagérée, de grands yeux théâtraux, tout cela appartenait à la scène, pas à l'idéal moral. Dans la vie de tous les jours, les idéaux de beauté traditionnels coréens célébraient souvent un look doux et naturel. Une peau lisse, des traits équilibrés, des yeux qui paraissaient sincères plus que spectaculaires. Les peintures folkloriques, les portraits de cour, l'art religieux, tous répétaient le même message silencieux. L'œil révèle le caractère, pas seulement la beauté. Pendant des milliers d'années, à travers l'Asie de l'Est, la forme des yeux était quelque chose de vécu, de dessiné, de chanté, mais rarement disséqué. Elle faisait partie d'un visage entier, d'une personne entière, d'un monde culturel entier. Personne ne pensait qu'ils se promenaient avec de petits yeux. Ils avaient juste des yeux, de la même manière que les gens en Europe avaient des nez sans penser à eux comme à des nez européens. Mais ensuite, le fleuve de l'histoire s'est incurvé dans une vallée plus sombre. L'ère de l'expansion coloniale occidentale a apporté des canons, des chemins de fer, des missionnaires, des appareils photos, des carnets de croquis et des théories raciales. Les scientifiques et les voyageurs européens sont arrivés avec des outils de mesure et des préjugés. Ils ne voyaient pas seulement des visages, ils les classaient. Au XVIIIe et XIXe siècle, les penseurs occidentaux ont construit des systèmes élaborés et profondément erronés pour classer les humains en races. Ils ont mesuré les crânes, les nez, les mâchoires et, oui, les yeux. Ils ont essayé de transformer des personnes vivantes et complexes en points de données sur une hiérarchie, avec eux-mêmes bien en haut. Les formes des yeux asiatiques, en particulier le pli épicantique, sont devenus un autre marqueur à classer dans ces armoires pseudo-scientifiques. Les artistes et les caricaturistes en Europe et en Amérique ont commencé à exagérer ces différences, rétrécissant les yeux, les inclinant brusquement vers le haut, les dépouillant de leur profondeur et de leur individualité. Les stylisations subtiles de l'art asiatique ont été remplacées dans l'imagination occidentale par des caricatures grossières. Un œil qui avait autrefois symbolisé la sérénité ou la sagesse dans une culture est devenu, dans une autre, un signe d'altérité, quelque chose à moquer ou à craindre. Ces images se sont infiltrées dans la publicité, les films, la propagande politique. Les stéréotypes se sont durcis. Les petits yeux sont devenus un raccourci pour étranger, inscrutable, froid, sans émotion, des mots qui n'avaient rien à voir avec l'anatomie et tout à voir avec le pouvoir. Ce n'était pas l'évolution à l'œuvre, c'était la culture utilisant la biologie comme une arme. Le même pli de paupières qui aurait pu autrefois aider les ancêtres de quelqu'un à faire face à l'éblouissement de la neige ou au vent mordant a maintenant été recasté comme une étiquette visuelle séparant nous de eux. Mais l'histoire ne va pas dans une seule direction. Les cultures ne reçoivent pas seulement des impressions, elles réagissent. Alors que l'Asie se modernisait et se mondialisait, les canons de beauté ont changé et se sont multipliés. Dans la Chine impériale tardive et le Japon de l'ère Meiji, l'influence occidentale a apporté de nouvelles modes, de nouvelles coiffures, de nouvelles technologies comme la photographie. Les visages qui ne vivaient autrefois que dans le pinceau et l'encre sont devenus des sujets de portraits de studio et de couvertures de magazines. Les yeux pouvaient maintenant être examinés, comparés, idéalisés de nouvelles manières. Au XXe siècle, surtout après la Seconde Guerre mondiale, les médias occidentaux ont inondé les marchés asiatiques, des films d'Hollywood, des magazines de mode, des idoles de la pop. De grands yeux ronds, encadrés de cils épais, ont commencé à symboliser le glamour, la modernité, l'attrait international. Certaines personnes en Asie de l'Est ont commencé à voir leur propre forme d'yeux naturelle à travers cette lentille importée et à sentir,
souvent douloureusement, qu'elle n'était pas à la hauteur. Dans les villes de Tokyo, à Séoul et Shanghai, les pratiques cosmétiques ont explosé. Le ruban adhésif pour paupières, les techniques de maquillage pour ouvrir l'œil, et finalement la chirurgie de la double paupière. Il ne s'agissait pas simplement de gens qui voulaient avoir l'air blanc. La réalité était plus complexe. Beaucoup cherchaient ce qu'ils percevaient comme un look plus lumineux, plus éveillé, plus photogénique. Un idéal de beauté hybride émergeant à la fois d'influences locales et mondiales. Pourtant, le message sous-jacent pouvait mordre « Il y a un meilleur œil, et ce n'est peut-être pas celui avec lequel vous êtes né. » En même temps, les médias asiatiques créaient leurs propres stars, leur propre définition de la beauté. Des acteurs de K-drama aux yeux doux et monolides. Des idoles de J-pop avec un mélange de plis et de creux. Des actrices chinoises aux yeux élégants et allongés qui faisaient écho aux peintures classiques. La beauté n'était pas une ligne droite, marchant vers une seule norme occidentale. C'était un ensemble tourbillonnant, parfois conflictuel, de préférences, migrant à travers le temps, comme les gènes qui ont façonné les yeux en premier lieu. Maintenant, déplacez la scène au présent. Un métro bondé dans n'importe quelle grande ville mondiale. Différents visages, différentes formes d'yeux, tous reflétés dans la vitre d'un smartphone. En ligne, les conversations sur la forme des yeux et l'identité se déroulent à une échelle que nos ancêtres n'auraient pu imaginer. Certaines personnes se réapproprient ce qui était autrefois moqué. Elles célèbrent les monolides, postent des selfies avec des hashtags qui renversent de vieilles insultes, partagent des tutoriels de maquillage qui soulignent plutôt que de cacher leur forme naturelle. D'autres se débattent avec des idéaux intériorisés, se demandant à quel point ce qu'ils veulent changer dans leur apparence est vraiment leur désir, et à quel point cela a été planté là par des siècles de préjugés. Dans les communautés de la diaspora, les familles asiatiques vivant en Europe, aux Amériques, en Australie, la forme des yeux peut devenir un point focal d'appartenance et de différence. Un enfant peut entendre des commentaires à l'école sur ses petits yeux, puis rentrer à la maison chez des grands-parents qui voient ces mêmes yeux comme un lien précieux avec leurs propres parents et grands-parents avant eux. À ce moment-là, une paupière n'est pas seulement du cartilage et de la peau, c'est un héritage et c'est un champ de bataille. C'est là que la compréhension de notre histoire évolutive devient plus qu'une curiosité. Si vous savez que les formes d'yeux à travers le monde sont le résultat de populations s'adaptant par de minuscules incréments au vent froid, à la neige brillante, à l'éblouissement du désert, aux hautes altitudes, ou simplement à la dérive génétique, il devient plus difficile de voir une forme comme intrinsèquement supérieure ou inférieure. Le stéréotype des petits yeux asiatiques commence à se défaire lorsque l'on apprend que les plis épicantiques apparaissent dans de nombreuses populations, de l'Arctique à certaines parties de l'Afrique, surgissant encore et encore comme une solution récurrente à des défis environnementaux similaires. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Nous devons faire attention à la façon dont nous l'utilisons. Il est tentant de se tourner vers des histoires simples. Les Asiatiques ont cette forme d'œil à cause de l'âge de glace. Point final. Mais la véritable évolution est désordonnée. De multiples pressions, des histoires qui se chevauchent, des accidents figés dans le temps. Lorsque nous parlons d'adaptation, nous ne définissons pas un peuple par un seul trait. Nous traçons un minuscule fil dans une immense tapisserie enchevêtrée. Le but n'est pas de dire « ce groupe a des yeux différents à cause de X, donc ils sont X ». Le but est de s'émerveiller du nombre de façons différentes d'être humain et de la façon dont chacune de ces façons porte l'empreinte de la survie contre des probabilités impossibles. Pensez à ces 1280 survivants du goulot d'étranglement dispersés à travers l'Afrique. Leurs descendants se sont répandus dans la glace et la forêt, la montagne et la côte. Ils ne pensaient pas aux yeux asiatiques ou aux yeux européens. Ils essayaient juste de maintenir le feu allumé, les enfants nourris, les histoires rappelées, sur des dizaines de milliers d'années, alors que leurs descendants faisaient face à des tempêtes de neige, des tempêtes de sable, l'éblouissement de la mousson et le soleil de haute altitude, de subtils changements se sont accumulés autour des yeux. Plis,
coussinets adipeux, formes d'orbite, pigmentation. Plus tard, lorsque l'art et la poésie ont émergé, les gens se sont regardés dans les yeux et ont trouvé des métaphores, clair de lune, eau d'automne, feuilles de saule. Plus tard encore, lorsque l'Empire et les préjugés sont arrivés, certains de ces mêmes yeux sont devenus des cibles de moquerie ou de peur. Et maintenant, à une époque de tests ADN et de médias mondiaux, nous essayons de désapprendre ces distorsions et de nous voir, nous et les autres, plus clairement. Si vous tracez le chemin d'un pli de paupières, depuis un néandertalien s'abritant dans une vallée gelée jusqu'à un dénisovien escaladant un haut plateau, un agriculteur de la Chine ancienne penché sur une rizière, un navetteur dans un train de fin de soirée faisant défiler des vidéos, vous commencez à voir le schéma plus large. Chaque forme d'œil sur cette planète est un fossile et une prophétie à la fois. Un fossile de ce que nos ancêtres ont enduré, une prophétie que leurs descendants seraient encore là, regardant en arrière. Alors que vous êtes allongé là, sentant peut-être vos propres paupières s'alourdir, souvenez-vous de ceci. Il n'y a pas de petit ou de grand dans un sens moral significatif en ce qui concerne les yeux. Il n'y a que de la variation, sculptée par le climat et le hasard, brodée par la culture, déformée par les préjugés, et maintenant lentement réappropriée. Chaque regard, de chaque coin du monde, porte la même histoire ancienne en dessous. Nous avons survécu, nous nous sommes adaptés, nous avons continué. Et lorsque vous imaginez ces innombrables visages à travers l'histoire, peints sur des rouleaux, sculptés dans des blocs de bois, capturés sur des photographies, brillant sur des écrans, tous regardant un monde qu'ils apprenaient encore à comprendre, vous ne voyez pas de différence, mais de la continuité. Une seule espèce expérimentant 1000 façons d'être, 1000 façons de voir. Nous faisons tous partie de cette expérience, tous partie de cette histoire, tous porteurs, dans la forme de nos yeux, de la preuve silencieuse d'un incroyable voyage qui se déroule encore. Plus on remonte loin dans cette histoire, plus quelque chose devient clair. Il n'y a pas de moment unique où les yeux asiatiques sont soudainement apparus. Pas une seule tribu blottie dans une grotte enneigée qui s'est réveillée quelques générations plus tard avec des plis épicantiques et des ouvertures oculaires plus étroites. Pas un seul ingénieur ancien qui s'est assis et a conçu un visage parfait pour le froid. Au lieu de cela, ce que nous voyons est le même schéma qui a façonné tout le reste de nous.